Non, mais enfin, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais il semble bien que le dessin soit une activité naturelle de l'enfant. Dès qu'il a une capacité de préhension minimale, il dessine sur la tapisserie, dans la purée, sur la buée de la fenêtre, il dessine. C'est une façon de dire je suis là. Laisser une trace au sens premier du terme. Donc voilà, c'est une activité naturelle, encore une fois, et qui, pour la plupart des dessinateurs, est une activité qui coule de source à ce titre-là. Et c'est vrai que c'est une activité naturelle à l'enfant, et beaucoup de gens arrêtent parce qu'ils préfèrent le piano, le football, le vélo, la danse classique, enfin je sais pas quoi, mais d'autres choses les intéressent davantage. Moi, ça s'est pas arrivé, j'ai pas eu cette espèce de détournement, donc j'ai continué. Donc j'ai pas d'autre explication, j'ai jamais creusé la question réellement. Mais il se trouve que voilà, je dessine depuis 46 ans, moins quelques mois, qui sont les mois où on a des petits points serrés, on ne sait pas que c'est à nous quand ça nous passe devant les yeux. Gottlieb avait fait des pages vachement bien là-dessus, sur un petit môme qui voit des espèces de papillons de chair passer devant lui, puis au bout de quelques mois, il comprend que c'est à lui et qu'il peut saisir des trucs avec, et voilà. Et après, on peut dessiner. Donc voilà, j'ai pas de réponse plus subtile que ça. C'est pas mal, c'est un bon début. On va voir si ça continue. Et donc la bande dessinée, alors, puisqu'il y a le dessin qui est une activité, par contre la bande dessinée en est une autre. À quel moment est-ce que la narration, raconter des histoires, t'est venue? Est-ce que c'est pareil, il y a un distinguo entre le dessin et la bande dessinée, ou très tôt tu as eu l'envie de raconter des histoires? On a un jeune dessinateur dans la salle. Non, effectivement, la bande dessinée, c'est une activité qui, globalement, ne peut pas venir aussitôt, je pense. Enfin, à moins qu'il y ait des purs génies qui puissent le faire, mais je n'étais pas un pur génie. Moi, j'ai commencé à l'adolescence, en gros. Si, c'est vrai. Et donc voilà, la bande dessinée, c'est d'abord raconter une histoire. Ça, c'est une espèce d'évidence qu'on va sans doute répéter plusieurs fois ce soir, mais du coup, c'est une façon d'utiliser le dessin. Du coup, c'est une façon d'étancher la soif de dessin qui est très pratique, parce que ça consomme énormément de dessin. Et ça oblige aussi à aller à l'essentiel. C'est-à-dire que je ne crois pas que la bande dessinée soit une activité pour dessinateurs, pour être tout à fait franc. Les vrais dessinateurs, ceux qui ont une vraie... Enfin, ils sont très peu nombreux à être à la fois des grands dessinateurs et des grands auteurs de bande dessinée. La bande dessinée pour le dessin, c'est un peu le bordel. Enfin, c'est petit, il y a des contraintes, il y a des bulles, il y a des machins, ça fait souffrir le dessin. Donc, moi, je suis auteur de bande dessinée, je ne suis pas dessinateur. Et quand je dois faire un dessin, je suis un peu emmerdé parce que c'est pas mon domaine. J'en fais parce que j'aime ça. J'en fais au quotidien, j'en fais pour moi, qui ne sont pas publiés. J'en fais parce que c'est un plaisir, mais quand je dois utiliser un dessin hors du champ de la bande dessinée, je suis toujours un petit peu coincé, quoi. Parce que je me suis habitué à utiliser mon dessin en bande dessinée. Voilà. Et la bande dessinée française notamment a longtemps été une bande dessinée, elle est encore d'ailleurs majoritairement une bande dessinée de dessinateurs. C'est-à-dire que le dessinateur se sent tenu de faire des exploits. Alors que moi non. En dessin, je me sens tenu de rien du tout. Je me sens tenu de faire des histoires qui se tiennent, ce qui est déjà pas une mince affaire, mais du coup le dessin, je l'utilise comme un outil. Je le soumets intégralement à mon projet de raconter une histoire. Et du coup, je ne suis pas un dessinateur. Et il y a quelques dessinateurs rares qui sont de grands auteurs de bande dessinée. Ils sont passés là d'ailleurs, hein. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un gars qui a du goût dans la salle et qui les invite, mais un mec comme Emmanuel Guibert, hein, un mec comme David Prudhomme sont des gens rarissimes à mon goût, qui sont à la fois des très grands dessinateurs et des très grands auteurs de bande dessinée, mais dans les auteurs contemporains, je les compte sur la main du baron Empin, comme dirait des proches. Il y en a très peu, quoi. Et donc tu évoquais un petit peu la question du style, donc tu considères que ton dessin est au service de la narration. Pour revenir toujours un petit peu en arrière, ton style, alors il y a eu des admirations, il y a eu des auteurs que tu as voulu, il y a peut-être une envie de faire comme, de copier à un moment, quand on est adolescent, qu'on veut faire de la bande dessinée. Vers quel genre, vers quel auteur, vers quel genre tu t'es d'abord tourné pour exercer ton art naissant? Je suis né dans un endroit où il y avait peu de livres, donc j'ai commencé par relire beaucoup les quelques livres que j'avais. Donc c'était la base standard de tout dessinateur quadra ou quinquagénaire français, c'est Astérix, Tintin, Lucky Luke, Spirou, toutes ces choses-là qui sont dans les bibliothèques, qui sont communs. C'est une espèce de socle commun à
à beaucoup de gens. Le franco-belge. Le franco-belge, ce qu'on appelle le franco-belge. Donc en gros, l'aventure, l'humour. Donc ça, c'est le socle sur lequel j'ai grandi. Ensuite, deuxième étape, mes parents, ou je ne sais pas qui, m'a offert un livre de Gottlieb beaucoup trop tôt, sans se rendre compte de ce que c'était, parce que c'était de la bande dessinée, on file ça au môme, tu vois. Alors que Gottlieb, quand tu lis, je sais pas, la rubrique à braque à 8 ans... C'était pas Ralovli au moins. C'était pas Ralovli, mais en tout cas, c'était des livres qui n'étaient pas faits pour des gens de mon âge. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire que c'était une explosion thermonucléaire dans mon petit crâne. Et je me suis dit, waouh, on peut faire ça en bande dessinée, on peut lâcher des trucs comme ça qui foutent des baffes, littéralement. Et donc j'ai vénéré Gottlieb longtemps, et puis après je suis tombé sur des livres qui quittaient un peu le domaine de l'aventure au sens strict, de l'humour au sens strict. Vers 15 ans, je suis rentré dans des... Je me souviens avoir découvert les bouquins de Causet, par exemple, qui a été une seconde baffe, le retour. Et Causet, c'est autre chose. Causet, c'est déjà quelque chose de plus subtil, où les sentiments sont mis en avant, où les personnages sont un peu plus complexes, où on prend son temps. On galope pas, c'est pas de l'aventure gesticulante. Donc du coup j'ai dessiné comme Causet pendant 2 ans au moins, ce qui était une énorme connerie évidemment. Mais voilà, ça fait partie des livres qui ont réorienté mon chemin en quelque sorte. Et c'est le problème des livres qui nous marquent trop, c'est que du coup ça nous fait même un peu dérailler. Donc je dessinais du très mauvais Causet, c'était même plus du Davodo, enfin c'était plus rien, quoi. Donc il m'a fallu un peu de temps pour revenir là-dessus. Et puis voilà, après, avec le temps, les choses s'affinent, les choses s'affirment aussi, et puis on devient plus... Enfin, on se rend compte que plus on lit de bande dessinée, plus il y a des choses qui nous intéressent, et plus les influences se neutralisent entre elles, et là elles sont bénéfiques du coup. Donc j'ai lu énormément de bandes dessinées entre 15 et 25 ans, j'en ai lu des tombereaux, j'avais une espèce de culture à rattraper que j'avais pas. Surtout que je me suis retrouvé à Rennes, à la fac, avec des étudiants qui étaient intéressés par la bande dessinée et qui, eux, avaient une vraie culture de bande dessinée. Tu en parles un petit peu dans les mauvaises gens de ton parcours. Ouais. C'est vers 17 ans à peu près que tu t'es orienté après le bac, que tu t'es orienté vers les arts plastiques. Ouais, j'ai fait une fac d'art plastique après le bac, en espérant qu'on me parlerait de bande dessinée. C'était pas naïvement. Donc ça, c'était à Rennes. C'était à Rennes en 83-4, je sais plus. Et j'ai mis 15 jours à voir qu'on allait me parler de toutes les disciplines artistiques sauf d'une, là, la bande dessinée. Et j'ai mis 3 semaines à voir que j'étais dépité, qu'il y avait dans les amphis 3-4 mecs qui étaient dans le même état que moi. Et puis voilà, on s'est rassemblés, on s'est mis à dessiner ensemble, quoi. Donc c'est ces gens-là qui m'ont... et c'est à la première fois, j'avais donc, je sais pas, 19 ans peut-être, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était intéressé par la bande dessinée. Tu vois, dans mes Mauges natales, il n'y en a pas beaucoup. Tu es fils unique? Non. Il n'y a pas eu d'émulation. Et donc voilà, c'était l'occasion pour moi de confronter ma pratique à la leur. Et donc on a bossé ensemble pendant 4 ans, à peu près jour et nuit. On a fait de la bande dessinée, on a essayé de l'auto-publier. On a créé une petite structure, enfin voilà. Et puis on avait mis au point une espèce de principe qui faisait que quand on faisait une histoire courte pour une des revues qu'on publiait ou un petit bouquin qu'on publiait, on la mettait sur une table et les autres venaient la hacher menu en laissant rien passer, en étant des hyènes, quoi, tu vois, qui dévorent un cadavre. Alors quand on met ses planches sur la table et qu'on a passé 2 semaines dessus et qu'un troupeau d'hyènes les met en charpie, ça fait hyper mal. Mais quand c'est soit la hyène après, on a un petit désir de vengeance. Donc c'était assez salutaire. C'est-à-dire qu'on sait que... Je pensais sadique, mais... C'était sadique aussi, ouais. On sait que rien de ce qui est merdeux dans nos pages ne sera épargné. Donc on le sait. On a des petits coups partout. Et donc on apprend beaucoup. On apprend beaucoup parce que ça... comment dire ça? Si on montre un dessin à quelqu'un qui dessine pas, il trouve ça bien le dessin. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de retour vraiment. Pas d'échange. Donc on a fait ça pendant 4 ans, 4-5 ans. Et tu traites de quel thème alors sur ces publications-là? C'était complètement... Ouais, c'était de l'humour, ça partait un peu en vrac dans tous les sens, c'était vraiment des essais, quoi. C'était vraiment des tentatives, on se cherchait tous, plus ou moins. Et la professionnalisation est venue quand et comment alors? La professionnalisation, putain, je déteste ce mot. T'es un professionnel de la profession. Non, mais c'est un problème, c'est-à-dire que... Non, j'ai jamais... Non, la professionnalisation. Si.
le début de ma carrière, tu veux dire. Sa carrière. Non, j'ai jamais vu les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai proposé un scénario. Des cadavres dans les placards. Non, j'ai proposé un scénario aux éditeurs, je sais pas, en 90, 91 peut-être, en me disant il faut. Enfin, j'avais assez peu de. J'étais assez lucide sur les capacités qu'on avait ou pas à faire des bouquins. Et donc j'ai écrit un scénario que j'ai proposé à tous les éditeurs que je connaissais. Il y en avait moins que maintenant, mais il y en avait quand même pas mal. Et à l'époque, on pouvait même les rencontrer quand on venait de nulle part comme ça. Maintenant, c'est difficile. Et ils m'ont tous répondu non. En 6 mois, c'était réglé. Et donc voilà, je m'en doutais un peu en même temps. C'était pas une surprise. Mais bon, je me suis dit, voilà, j'aurais essayé. C'est pas grave. Et puis un ami libraire m'a dit, tiens, tu devrais renvoyer ton truc chez Dargaud. Il y a un nouveau directeur de collection. Donc j'ai renvoyé une dernière copie de mon projet au directeur de collection en question, qui m'a rappelé le lendemain en disant, c'est formidable, on se voit à Angoulême, on signe le contrat. Donc moi j'ai appelé mes copains, je leur ai dit, c'est pas drôle vos blagues au téléphone. Arrêtez ce genre de trucs, voilà. Et puis j'ai attendu le festival d'Angoulême sans savoir si c'était vrai ou pas. Et je suis allé voir ce type, la première chose qu'il m'a dit, c'est formidable, je viens être nommé directeur de collection chez Dargaud, j'y connais rien en bande dessinée. C'est le gars qui avait adoré mon projet, donc ça rend modeste. Et c'est un gars qui venait de la presse hippique. Et qui découvrait la bande dessinée en devenant éditeur, ce qui est assez fascinant en même temps. Qui n'a pas fait long feu, mais pendant les quelques mois de méfaits... Est-ce que tu lui envoies chacune de tes nouvelles bandes dessinées dédicacées avec un petit mot? Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Et donc voilà, c'est ce gars-là qui a publié mon premier livre. Quoi. Donc voilà, on peut dire que ça doit s'appeler Rentrer par la petite porte, je pense. Et puis voilà, donc c'était chez Dargaud, donc, et c'était à l'époque où Dargaud avait été racheté par le groupe qui détient toujours, et bien d'autres maintenant, cet éditeur qui s'appelle Média Participation. Et quand Dargaud a été racheté par Média, il a été décidé de virer tout ce qui était un peu adulte, avec un peu de sexe. Enfin, voilà, on voulait redonner à la bande dessinée une espèce de neutralité bienveillante. Et donc, du coup, ils ont viré aussi tout ce qui se vendait beaucoup, Bilal, tous ces gens-là. Quoi. Et donc, ils se retrouvaient avec un catalogue vide, avec un chiffre d'affaires qui plonge. Et ils se sont dit, oh là, il faut qu'on embauche des petits jeunes. Et donc, c'est à ce moment-là, mais je ne savais pas tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé ce dossier qui est tombé là, dans ce besoin de publier des bouquins de gens qu'on ne connaît pas, etc. Bon. Donc, j'ai bénéficié de cette espèce de chose. D'accord. Et t'ont fait des contrats sur plusieurs titres? Alors, la contrainte, c'était ça, c'était de faire 3 bouquins. Ouais. Donc, j'ai fait mes 3 bouquins, très vite, parce que la contrainte, c'est de les faire vite. Qui sont, donc, c'est... Alors, ça s'appelle Les Amis de Saltiel. Qui sont là? Non. Si, quelque part, désolé. Ah oui. Voilà, ça c'est le premier. La barrière pour le cheval, c'était une contrainte du... Non, la contrainte c'est juste de faire 3 bouquins en 3 ans, et puis voilà, donc c'est ça mes premiers livres. Ouais. Je suis désolé que je ne savais pas que... Excuse-moi. Donc voilà, après j'en ai fait un 4e chez eux, puis après j'ai été viré parce que ça se vendait pas, et puis... Et il s'est avéré effectivement après, voilà, j'avais fait plusieurs livres. Mais je me suis jamais... Alors évidemment, objectivement, je vis de la bande dessinée, je ne fais rien d'autre que de la bande dessinée, mais... c'est le professionnel de tout à l'heure que tu... J'ai du mal à considérer ça comme une profession. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut en faire, avec un peu de bol on peut en vivre, mais c'est pas fait pour. Et je vois parfois des jeunes gens, éventuellement avec leurs parents, qui viennent me voir en disant « Mon fils aimerait faire de la bande dessinée, comment ça se passe, c'est bien payé, la retraite, tout ça ». Je dis « Ouais, Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut... Ouais, ça arrive souvent, ouais. Ou des gens qui me disent, j'hésite entre la bande dessinée et... Je dis, si t'hésites, fais l'autre. Et c'est très dangereux de partir là-dedans en disant, je vais gagner ma vie en faisant ça. Parce que c'est... Surtout maintenant, c'est très difficile. Les jeunes auteurs morflent beaucoup maintenant, et il ne faut pas faire miroiter des choses aux gens qui n'arriveront pas, quoi. Tu as dit tout à l'heure, on était avec des jeunes amis scolaires pour une rencontre. Tu as dit tout à l'heure que tu ne relisais pas tes bandes dessinées, que tu ne les avais pas relues. Donc je ne vais pas te demander ton avis sur tes premières publications. Donc après Dargaud, chez qui signes-tu? Enfin, si ça fonctionne comme ça. Si je me... après cette trilogie... J'ai signé Quelques jours avec un menteur, qui est là, chez Delcourt. Chez Delcourt. Et tu es passé plus durablement chez Delcourt?
Oui, où j'ai fait quelques bouquins avant de passer chez Dupuis et chez Futuropolis. Enfin, c'est pas très intéressant, parce que du point de vue du lecteur, c'est juste le nom en bas de la couverture. Ça change pas grand-chose. Je trouvais que le cheval, c'était pas mal. Comment ? Le cheval, c'était pas mal. Et donc voilà, quoi. Et depuis, je coule des jours paisibles chez Futuropolis, tant que tout va bien. Tout va bien. Avant d'évoquer un petit peu c'est les choses plus récentes chez Futuropolis et le documentaire, il y a peut-être d'ores et déjà des questions, des remarques de la part N'hésitez pas à nous interrompre. Vous avez un style qui est effectivement, comment dire, qui est assez simple au niveau, c'est pas la virtuosité au niveau de votre dessin, si je peux me permettre, avec le respect que je vous dois. Vous pouvez. Est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après association ? Cette boîte d'édition qui a publié des gens comme Johann Sfar, Trondheim, c'est-à-dire en fait, les éditeurs hésitaient effectivement à publier des jeunes comme vous qui avaient un style finalement assez, non conforme, hein, et pas du tout effectivement virtuose comme vous pouvez le voir chez Uderzo ou d'autres comme Bilal. Est-ce que effectivement il n'y a pas ce passage qui a fait que finalement on a pu avoir maintenant des auteurs comme Rabaté, comme vous, comme Baudouin, qui ont pu ensuite être édités. Oui, c'est incontestable. Le tournant des années 90, avec l'émergence des éditeurs associatifs, des éditeurs alternatifs, et notamment de l'association, qui est le plus emblématique, c'est une date très importante pour la bande dessinée, ça c'est malgré ce qui se passe maintenant, enfin bref. Mais l'époque où l'association démarrait, c'est l'époque aussi où moi je commençais à bosser chez des gros éditeurs. Alors, rétrospectivement, on ne peut pas nier ça. C'est évident que l'association a eu une importance majeure, mais du coup, elle masque d'autres épiphénomènes qui apparaissaient aussi chez des gros éditeurs. Par exemple, Baudouin dessinait bien avant l'association. C'est quasiment même leur ancêtre spirituel. Il a bossé chez Futuropolis, chez Glénat. Il avait déjà, chez des gros éditeurs, l'occasion de mettre ces livres qui sont des livres totalement hors normes, pour le coup, qui sont vraiment des livres majeurs pour ça. Et ils sont importants, sans les livres de Baudouin, il n'y aurait sans doute pas l'association, je pense. Les petits livres en noir et blanc, comme Quelques jours avec un menteur, par exemple, chez Glénat, il y en avait. Moi, je me souviens avoir lu, à la fin des années 80, les livres de Jean-Pierre Hautement, qui est un auteur qui a un peu disparu maintenant, Le filet de Saint-Pierre, par exemple, qui est un livre qui m'a vraiment emballé. Et c'est à la suite de cette lecture-là que moi, j'ai voulu passer à des formats type Quelques jours avec un menteur, c'est-à-dire beaucoup de pages, petit format, noir et blanc, dessin encore plus linéaire, encore plus narratif que le dessin que je faisais avant. Et l'association, elle a par sa pratique, par sa composition, c'est-à-dire c'est des auteurs qui refusent le contexte éditorial dominant et qui créent leur mode éditorial à eux, et ça marche. Elle a entériné tout ça, et puis elle l'a fait exploser. C'est vraiment un truc important, et que moi j'ai suivi de façon latérale. C'est des gens de mon âge, qui commençaient en même temps. Moi, je bossais chez Dargaud, donc j'étais un traître vendu au capital, évidemment. Je manque jamais de le rappeler à Lewis, qui bosse chez Dargaud maintenant. Mais c'est quelque chose d'important, c'est évident. Et elle a permis ensuite à d'autres éditeurs de pratiquer ce genre de livre. Elle a ouvert le format de la bande dessinée. Et on est passé de ce genre de format 48 couleurs... Pardon, ah oui, il ne faut pas que je l'enlève parce qu'en fait, vous les voyez quand je les laisse. 48 pages couleurs, qui était le format traditionnel depuis le Paléolithique, à quelque chose qu'on pouvait ouvrir. On pouvait enlever la couleur, on pouvait faire plus petit, on pouvait faire plus long, on pouvait casser ce format qui était un format extrêmement invalidant pour les gens qui avaient des choses un peu plus complexes à raconter, parce qu'en 48 pages, on ne raconte pas grand-chose, quoi. Et ça a été pour ça déterminant. Et l'association, bien sûr, mais Cornelius, mais d'autres éditeurs aussi moins visibles. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai suivi dès le départ. J'ai adhéré, parce qu'à l'époque, l'association, c'était une vraie association, au sens où il fallait adhérer pour avoir les livres, etc. Donc moi, j'ai adhéré dans... Je ne sais plus quel était mon numéro d'adhésion, mais j'étais dans les premiers, parce que ça m'intéressait de voir ça de très près, quoi. Et j'étais là en tant que lecteur. Ce que je faisais n'entrait pas dans leur cadre, et puis au début, ils publiaient leurs livres à eux. Je me dis parfois que l'association, c'est ce qu'aurait pu donner notre association à nous à Rennes, mais on était trop glandus, on n'était pas assez sérieux, si on avait été moins glandus et un peu plus sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'eux ont développé ça de façon admirable, jusqu'à avoir une vraie légitimité pour représenter ce qu'est le renouveau de la bande dessinée. Je voudrais juste savoir comment était lié le dessin et le texte. Est-ce que le texte est écrit avant
Quel est le plus important pour vous? C'est le texte en lui-même, l'histoire racontée, plutôt que les dessins qui portent l'histoire, quoi. Comment c'est lié tout ça? Bah, je peux pas séparer le texte et le dessin, donc je peux pas vous dire lequel est le plus important. La bande dessinée, c'est du texte et du dessin mélangés dès le départ. Donc c'est quelque chose qui définit la bande dessinée, pour moi, en tout cas tel que je le conçois. Donc je peux pas vous dire que j'écris d'abord un truc que je dessine ensuite. Moi j'écris de façon un peu graphique aussi, je fais ce que j'appelle des storyboards, qui sont l'espèce de proto-scénario qui précède la réalisation des planches. C'est des espèces de zigouigouis lisibles que vous avez peut-être vu sur mes carnets qui sont dans l'expo, il y en a un petit peu je crois, je sais plus. Donc dès le départ la bande dessinée c'est ça, quoi. Donc les notes que je prends sont souvent des notes graphiques, enfin graphiques écrites, enfin, c'est une espèce d'hybride comme ça. Et la bande dessinée, on peut pas séparer le texte. C'est comme si je sais pas, c'est comme si, pour prendre une comparaison cinématographique, on se demandait si c'était ce que disent les personnages et ce qu'ils font sur l'écran qu'il faut considérer en premier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de pâte mélangée dès le départ. Enfin, dans la conception que je me fais de la bande dessinée, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à deux avec un scénariste. Alors quand on travaille à deux, c'est effectivement beaucoup plus compliqué, de mon point de vue. Et quand un scénariste qui ne dessine pas propose son scénario à un dessinateur, il passe d'abord par l'écrit, évidemment, quoi. Et le dessinateur écrit ce que le scénariste a décrit en faisant un plan large avec le personnage qui rentre de telle façon, etc. Et en bossant seul, on peut éviter ça. C'est une des vertus, à mon avis, des livres faits par une seule personne. Et c'est pour ça que moi je remarque que les livres que je lis sont souvent des livres faits par une seule personne, probablement à cause de ça, c'est que un livre fait en couple, c'est un livre qui a d'emblée scindé le texte et l'image. Enfin, pas d'emblée, initialement scindé le texte et l'image. Scindé le texte et l'image. Et évidemment, je dois venir, je fais des livres avec quelqu'un des fois, et c'est la complication. Et paradoxalement, faire un livre avec quelqu'un est plus de boulot pour moi que de le faire seul, y compris quand je suis scénariste, parce que je dois donner à Joub, quand on fait un livre ensemble avec Joub, je dois lui donner quelque chose qui est déjà du dessin, qui n'est plus du texte, mais qui est pas. Je dois lui laisser aussi une marge pour que lui puisse dessiner. Donc c'est un truc un peu compliqué, c'est un truc un peu contre nature pour moi. Continuons. Tu parlais à l'instant avec l'association des grands mouvements éditoriaux dans la bande dessinée. Dans un premier temps, avec le fameux Moche de Spiegelman, il y a une des premières pierres déjà de la légitimité de la bande dessinée et du documentaire en bande dessinée qui est apparu en 1985, si je ne me trompe pas, 84-85, qui a eu le prix Pulitzer, donc il y a eu une mise en avant du genre, du médium. Il y a un autre auteur qui a été très important pour toi, je crois, c'est Joe Sacco. C'est vraiment avec cet auteur-là, Joe Sacco, que l'envie du reportage dessiné ou du documentaire t'est venue? Ce qui est marrant sur Maos, c'est qu'en France, il n'a pas été édité par un éditeur de bande dessinée. Ouais. Ça prouve que dans les années 80, c'était un truc complètement inconcevable, et c'est Flammarion, je crois, qui a édité Maos, qui l'édite toujours, je pense. Ouais. Et donc c'était un truc qui n'existait pas, quoi. La bande dessinée de reportage. Alors, mettons-nous d'accord, la bande dessinée de reportage, elle existe dans la presse, Cabu, etc., ils ont fait ça dans les années 60. Je parle de la bande dessinée de reportage ou documentaire sous forme de livre, c'est-à-dire non pas édité dans la presse, mais sous forme de gros, de trucs un peu développés sur la longueur. Donc, ouais, d'abord Maos, évidemment, pour beaucoup de gens, et puis les bouquins de Sacco aussi, ouais, le Palestine qu'il a publié au début des années 90 en France, et que j'avais lu un peu avant en anglais, je crois, je ne sais plus qui était son éditeur américain. C'est des bouquins qui m'ont donné envie de ça. Mais mon envie de documentaire en bande dessinée vient de l'extérieur de la bande dessinée. Elle vient par exemple des émissions de Daniel Mermet sur France Inter, que j'écoute depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si vous connaissez Là-bas si j'y suis, une émission qui passe depuis 20 ans maintenant l'après-midi sur France Inter. Et c'est une émission qui souvent m'a fait dire que si on pouvait faire ça à la radio, on devait pouvoir faire ça en bande dessinée. C'est-à-dire aller voir des gens, leur demander ce qui leur arrive et le raconter, quoi. Un truc très con, hein, c'est pas l'invention du siècle, mais il y a à la radio, comme me semble-t-il en bande dessinée, une capacité de proximité entre la personne qui parle et la personne qui écoute ou la personne qui lit.
Et les bouquins de Sacco, par exemple, ont entériné ça pour moi. Je me suis dit, voilà, si lui le fait, je dois pouvoir le faire. Enfin, voilà. Mais c'était quelque chose autour duquel je tournais depuis un moment. Et même avant ça, il y avait eu dans les années 80 des livres qui sont passés un peu inaperçus, qui étaient de la bande dessinée de cet ordre-là. C'est les deux bouquins de Jean Telet, qui maintenant a abandonné la bande dessinée pour la littérature. Et il avait fait deux livres qui s'appellent Jean de France et Jean d'ailleurs, chez Casterman. Alors c'était de la bande dessinée à base de photos remontées. Alors, c'était bien avant Photoshop, hein, donc c'était découpé, c'était au crayon de couleur. Et il faisait des enquêtes comme ça sur des gens, un peu hors normes. Et c'était l'équivalent un peu de certaines émissions de Mermet en bande dessinée. Et c'est pareil, ça avait été un coup comme ça, ça avait été publié, moi j'avais trouvé ça plutôt bien, puis il n'y avait jamais eu rien derrière, quoi, ça ne donnait pas de suite. Et donc voilà, c'était quelques petites tentatives qui m'alertaient, en quelque sorte. Et donc moi, c'est des choses qui m'ont donné envie de faire ça, quoi. Et la lecture du Sacco a été effectivement déterminante là-dessus. Et déjà, dans la fiction, tu étais dans une veine sociale, dans une veine proche des... Ouais, c'était pas aussi net que ça, mais j'y venais. Tu y venais. J'y venais, voilà. Ouais. J'y venais, mais j'avais envie de tenter le coup, ouais, du reportage documentaire en bande dessinée, mais je savais pas comment, quoi. Enfin, la difficulté, c'est qu'il faut trouver un sujet. Et donc un jour, coup de bol pour toi, et il arrive des malheurs à tes voisins. Ouais. Enfin avant ça, j'avais commencé un travail sur la guerre d'Algérie. J'ai pas mal d'oncles qui y sont passés, j'ai pas mal d'oncles qui en parlent pas. Ce qui est intéressant, les mecs qui parlent pas d'un truc où ils sont allés, c'est qu'il y a sûrement des trucs à raconter. Enfin, je me disais ça. Et sur la guerre d'Algérie, je crois que c'est vrai, c'est souvent vrai, mais ça faisait 1 an ou 2 que je tournais autour de ça et que je trouvais pas la porte d'entrée. Sur ces sujets-là, en fait, tu peux avoir un sujet en or, mais si t'as pas la porte d'entrée, tu es comme une poule devant un couteau et tu sais pas quoi en faire, quoi. J'étais comme une poule devant un couteau. Et a fortiori, tu peux avoir un sujet complètement stupide, mais si tu trouves le petit fil à tirer qui va faire le récit, ça peut marcher. Donc l'intérêt du sujet en soi n'est pas le seul critère, quoi. Et donc la guerre d'Algérie, je séchais devant ça, et puis effectivement des amis agriculteurs sont venus me voir en disant, ben voilà, on passe en bio, notre production laitière, mais on apprend en même temps qu'une autoroute passe sur nos terres. Et là, boum, le livre. Il ne restait plus qu'à le dessiner. Voilà. Donc je l'ai consolé, je lui ai dit, c'est vraiment très con ce qui vous arrive, et moi je me disais, waouh, papa, voilà, ça y est, ça arrive. Et donc je suis allé voir ces trois galères là, et je leur ai dit, ben voilà, je voudrais... c'est des mecs qui bossent à 5 km de chez moi, et je leur ai dit, en fait, je ne sais pas ce que c'est une ferme, moi je voudrais voir ce que c'est, donc laissez-moi passer 1 an chez vous, et je vais aller aussi voir les élus, aller voir tous les gens qui sont concernés par cette autoroute, pourquoi elle ne passe pas ailleurs, pourquoi elle ne passe pas où c'était prévu depuis 50 ans, comment ça se passe ces trucs-là, et puis qu'est-ce qui se passe dans une ferme, qu'est-ce que c'est le travail d'une ferme sur une année, voilà. Et puis je suis parti là-dessus un peu au pif, sans éditeur. J'en ai parlé à différents éditeurs qui me disaient les vaches, tout ça. Hein. Donc j'ai commencé à dessiner le livre et j'ai bossé 6 mois sans éditeur. Ce qui était un peu compliqué parce que quand on va voir un élu pour l'expliquer qu'on fait un reportage en bande dessinée, le gars, la bande dessinée, c'est Boule et Bill. Il se dit, oh putain, non, non, ça va être un truc d'humour, ça va être quoi? Je dis, non, pas d'humour, enfin ça peut être un peu marrant, mais c'est un vrai, voilà. Et c'est publié chez qui? Bah je sais pas, enfin toi, ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux. Et puis voilà, au bout d'un moment, Delcourt a dit, bon allez, on le fait ton livre sur les vaches. Parce qu'il voyait bien que je voulais pas faire autre chose. Et puis voilà, ça donnait Rural en 2000-2001, ouais. Et toi, sur la pratique, donc sur le fait de sortir de l'atelier, de commencer à aller interroger les gens, tu t'es senti tout de suite à l'aise pour ça entre la pratique solitaire de la bande dessinée de fiction dans son atelier, j'imagine, et puis tout d'un coup le fait d'être confronté sur la prise de notes, sur les questions à poser, tu as été à l'aise Non, tout ça s'est fait dans une grande confusion, c'est-à-dire que j'avais pas de méthode de travail particulière. Je me suis retrouvé dans cette ferme avec ces 3 mecs à qui je posais des questions idiotes, qui étaient assez patients avec moi d'ailleurs, ils ont été gentils. Et puis voilà, donc la technique, je sais pas comment ça se fait ces trucs-là en fait. Je sais toujours pas d'ailleurs, je sais juste que je me lance et puis j'improvise avec ce qui me tombe sous la main. Il faut juste être attentif, avoir toujours un petit truc aux aguets, quoi, des antennes qui essaient de choper les bonnes réactions, les scènes qu'on va raconter et celles qu'on va pas raconter, la façon dont on va condenser une conversation de 3 heures en 2 pages, enfin il y a des choses comme ça. Et non, moi j'étais là, j'étais ravi de dessiner sur un tracteur, de dessiner au cul des vaches, me faire bouser dessus, tout ça, c'était chouette, enfin, ça me sortait un peu de mon atelier, et j'aimais bien ça, le dessin tout terrain me plaît, quoi.
Après, ça fait pas un livre. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, t'as des photos, des carnets remplis, mais ça fait pas un livre, quoi. Donc toute la partie de narrative, elle est encore à faire. Elle est encore à faire. Et elle est d'autant plus complexe que tu mets pas dans le livre ce que tu veux, tu mets dans le livre ce que tu as ramené. Un jour, un scénariste de bande dessinée m'a dit « Ouais, c'est facile, le reportage, il n'y a pas de scénario. » Bah si, il y en a un. Et non seulement il y en a un, mais en plus, on ne met pas ce qu'on veut dedans. Donc c'est un scénario sous contrainte supplémentaire. Donc c'est d'autant plus difficile à écrire, parce qu'il faut écrire quand même le livre. Donc voilà, c'est le jeu. Alors moi, je me suis lancé là-dedans dans Rural, je me suis bien amusé. Et puis voilà, le bouquin a été publié, et puis ça s'est pas mal passé. Les gens... voilà, on s'est aperçu qu'il y avait des gens pour ce genre de livre, ce qui était une bonne surprise. Ce qui t'a permis de continuer dans cette veine. Ce qui m'a permis de continuer, d'en proposer un autre sans que l'éditeur s'évanouisse en rangeant son chéquier. Voilà. Ça m'a permis d'en proposer un autre assez rapidement après. Enfin, assez rapidement, quelques années après. Donc les mauvaises gens. Donc les mauvaises gens, ouais. Donc les mauvaises gens, alors là dans la proximité, c'est... on avance encore, puisque là c'est l'histoire de tes parents. C'est l'histoire du milieu dans lequel j'ai grandi. Ce qui n'a pas été sans difficulté. Ouais. Oui, non, c'est une idée à la con, hein, mettons-nous d'accord. C'est un bouquin qui était difficile à faire. C'est une idée qui m'est venue un peu bêtement. J'étais dans un festival je sais plus, aux Pays-Bas avec un auteur brésilien. Et on était au bar d'un hôtel à discuter. Il me racontait sa vie, qu'il avait dû quitter l'Amérique du Sud, qu'il était venu en Europe, il avait fait plusieurs pays et tout. Et donc, qu'il raconterait bien ça un jour en bande dessinée. Je lui dis, bah ouais, c'est vachement spectaculaire, tu devrais le faire. Et puis il m'a dit, et toi, d'où tu viens? Je lui ai dit, moi, je vis à 1 heure de route de mes parents qui vivent à 200 mètres de leurs parents, qui eux-mêmes sont à 500 mètres de la tombe des leurs. Enfin bon, tu vois, c'est pas exotique du tout. Je lui racontais ça. Il me dit, ah bah si, pour moi, c'est exotique. Tu vois? Ah bon? Ça, pour moi, c'était une surprise, que la banalité affligeante de mon enfance soit exotique pour quelqu'un d'autre. Donc tu as vendu au Brésil des cartons entiers. Ah oui. Et donc je me suis dit, ah oui, bah, peut-être qu'il a raison ce mec-là, en fait, que l'enfance des autres est un pays étrange de toute façon, quoi. Donc je me suis penché là-dessus, et puis je suis parti sur cette espèce d'enquête comme ça au long cours, où je me suis dit, voilà, comment l'enfance particulière que j'ai eue conditionne l'adulte que je suis maintenant, quoi. Et donc voilà, c'est une plongée là-dedans. Alors c'est pour ça que je te reprenais tout à l'heure, c'est pas l'histoire de mes parents, c'est l'histoire du milieu dans lequel j'ai grandi, qui est un milieu un peu particulier du coup. À travers du fil rouge, enfin comme fil rouge, je prends l'expérience de deux personnes qui m'ont servi, et effectivement ce sont mes parents, mais c'est plutôt le fil rouge eux-mêmes, je raconte pas leur vie en détail, tu vois. Et donc je leur ai proposé ça, je leur ai dit que je ferais bien un livre sur ça, sur les mots, sur le rapport à la politique de ces gens qui ont milité très tôt, le rapport à la religion qui est inamovible, qui est incontournable, et que je me servirais bien de leur expérience. Refus catégorique, évidemment. Donc voilà, c'est un long travail de sape pour les faire changer d'avis, et c'est un livre qui a occasionné une espèce de vaste débat politique dans toute la famille pendant 2 ans, avec toutes les tensions que tu peux imaginer. Et puis voilà, quoi, c'est le genre d'expérience qu'il ne faut pas faire. Je ne le savais pas avant, je le savais après en faisant. Est-ce que les repas du dimanche se passent mieux maintenant? Alors, ils se sont passés de façon un peu tendue à l'époque. Il y avait des gens dans la famille qui étaient absolument hostiles à l'idée du livre. Et puis, c'est vrai que ça oblige à replonger dans plein de choses, à aller chercher dans les archives, etc. Et c'est potentiellement dévastateur, clairement. Donc, il y a 2 ou 3 fois où j'ai dit chez Delcourt, j'arrête. Excusez-moi, je vais vous rendre l'argent que vous m'avez déjà payé, je ne sais pas comment je vais faire, mais enfin je vais me démerder. Et puis ils m'ont dit non, continue un peu quand même, et puis voilà, j'ai continué, et puis voilà, j'en suis sorti un peu abattu en me disant bon, j'aurais jamais dû, mais tant pis, maintenant on va essayer que les choses se passent bien. Puis les choses se sont bien passées finalement. Voilà. Une success story. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette partie documentaire? N'hésitez pas. Je trouve que vous avez bien fait de le faire, parce que moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses, et c'est, comment dire, du point de vue de la mémoire de la France, enfin, de tout cas de l'endroit où vous êtes né, on apprend plein de choses, quoi. Les chrétiens de gauche, enfin bon, bref, toute cette mouvance-là, on apprend. Enfin, je trouvais ça vraiment assez remarquable dans ce qu'on pouvait apprendre, et je trouve que c'est une mémoire en fait d'une partie de la France, quoi, que vous avez traduit là, donc c'était vraiment. Oui, il y a peut-être effectivement ça. Ouais. Et moi, évidemment, j'ai pas anticipé ça en faisant ce livre-là. Je n'avais pas d'ambition à ce point-là. Et quelqu'un m'a fait remarquer il y a 2-3 ans un truc auquel j'avais pas pensé, même à la sortie du livre, c'est que
le peuple de gauche a ses chanteurs, ses musiciens, ses films, ses livres, mais c'est souvent le PC, la CGT, c'est souvent la gauche rouge, quoi. Et la gauche catholique, les militants syndicaux, politiques de la gauche catholique n'ont pas tellement ça. Ils sont coincés à l'ombre de cet énorme monument artistique où il y a Jean Ferrat, où il y a tous ces gens-là, quoi. Et ce petit bouquin, en fait, a servi à... C'est pas moi qui dis ça, mais c'est probablement ce qui a expliqué aussi un peu son succès. Il a servi à ces gens-là qui se sont retrouvés, c'est-à-dire la JOC, la CO, tous ces mouvements, la CFDT, tous ces mouvements d'obédience plus ou moins catholique. Il y a très peu, et j'ai bien vu moi qu'il y avait très peu de livres et très peu de ressources, parce que j'en ai cherché pour faire le mien. J'ai cherché de la documentation, j'ai cherché des choses pour me nourrir théoriquement et politiquement. Et j'ai bien vu qu'il y avait peu de récits, peu d'écrits, même au niveau universitaire. J'ai trouvé très peu de thèses ou de choses comme ça sur ce sujet-là. Et du coup, ce petit bouquin de bande dessinée vient sans doute partiellement, de façon approximative, combler cette espèce de trou pour les gens qui ont vécu ça, qui sont passés par tous ces organismes-là, qui sont des organismes maintenant un peu moribonds. La JOC, c'est maintenant, la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est maintenant quelque chose sans doute d'assez... qui est en train de s'éteindre. Enfin, le nombre d'adhérents dans les années 40 ou 50 et maintenant, c'est une vraie chute libre. Donc il y a sans doute quelque chose comme ça. Et puis il y a le fait que, comme dit, à chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, un vieux syndicaliste, un vieil ouvrier, pour lui demander de me raconter leur usine, de me raconter la création des syndicats dans les années 50, tous me disaient « mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça, ça n'intéresse plus personne, c'est une histoire qui est finie, les usines n'existent même plus, c'est d'une banalité affligeante, c'est juste des mecs à l'usine qui se font avoir par leur patron, ça arrive partout. » Et à force, j'en étais convaincu, j'ai fini le livre en me disant « bon, c'était une mauvaise idée, mais je vais aller au bout ». Et puis j'ai reçu, dès que le livre est sorti, j'ai reçu un mail, 10 mails, 100 mails, 1000, 1500, 2000 messages qui me disaient « c'est mon histoire que vous avez racontée ». Et moi, j'avais jamais même pensé, des gens de 70 ans, qui me disaient « j'avais jamais même pensé à la raconter à mes enfants, parce que je pensais que moi aussi, il n'y avait rien à raconter ». Et donc le livre a servi à ça, sans doute, quoi, aussi. Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, je reçois sans arrêt des mails de cet ordre-là. Ou des gens de ma génération qui me disent « dans Les Mauvais Gens, il y a l'histoire de mes parents ». Même si ça se passe dans le Nord, ou dans le Limousin, ou je sais pas où. Il y a un truc comme ça, que j'ai pas du tout anticipé, hein, donc moi je le constate a posteriori. Mais il a rempli, semble-t-il, en partie, une fonction de cet ordre-là. Tant mieux, tant pis, enfin je sais pas. Donc, il a de commun aussi avec vos autres livres, enfin en bonne partie je pense, c'est l'humanisme en fait. C'est ça qui fait qu'on adhère aussi à vos personnages, c'est qu'ils sont vraiment, enfin ils sont humains et ils sont tendres pour ça, ils peuvent être cons aussi, mais on les aime, quoi. Peut-être, ouais, je sais pas. L'idée pour moi, c'est d'approcher au plus près, quoi. D'aller les chercher, et puis juste de leur demander de me raconter ce qui leur est arrivé. Et dans cette mesure-là, si j'ai... Ma hantise dans ces trucs-là, c'est de trahir les gens, c'est-à-dire de mettre dans le livre quelque chose qui ne leur ressemble pas, ou qu'ils ne veulent pas dire. Donc je fais le livre avec eux, c'est-à-dire que je leur fais relire les pages. Donc ça donne forcément une proximité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je cherche. J'ai besoin que les personnes qui sont dans le livre ne soient pas gênées parce que je leur fais dire. Donc je passe toujours un espèce de marché avec les gens. Je leur dis, voilà, le personnage qui porte ton nom, qui a vaguement ton visage, parce que je suis un très mauvais portraitiste, qui a ta biographie, qui est toi dans le livre, tu as la responsabilité absolue de ce qu'il va dire. Donc si les dialogues que je mets dans ta bouche, dans le livre, ne te conviennent pas, tu as le droit d'y revenir à l'infini. Par contre, dans la même page, dans la même case, les textes que moi je dis, ou les textes off que je rédige, ceux-là, tu n'y as pas accès. Donc c'est un marché qu'on passe, et donc du coup ça me laisse une vraie liberté d'auteur, c'est-à-dire que je fais exactement ce que je veux comme livre, et les gens disent dans le livre ce qu'ils veulent dire et rien d'autre. Parfois c'est très long d'ajuster un propos. Ça peut prendre des semaines, une bulle, ça peut prendre des semaines, et donc ça prend du temps. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une vraie proximité avec les gens et de pas les trahir, quoi. Enfin, j'espère, enfin, c'est la seule méthode que j'ai trouvée en tout cas. Il y a une question. Dans votre travail de reporter, j'ai souvent pensé au travail de Pardon. Notamment parce que tout ce travail qui fait en ce moment sur, entre guillemets, la banalité de la proximité, et qui, pareil, je te rejoins, monsieur, Ouais. on y retrouve tout un humanisme, et puis en plus, entre Les Mauvaises Gens et La Ferme d'Égaré, qui était le bouquin sur ses parents, il y a vraiment une connivence. Alors je ne sais pas si on peut parler d'influence, comme il disait, ou de connivence, ou de coïncidence. Vous avez vu son livre de photos là, sur les paysages français désertés là? C'est magique ce truc-là. C'est absolument magique. Quoi. Mais c'est un propos qui évidemment m'intéresse depuis longtemps. Ouais. Ouais.
Mais je ne vais pas me comparer à Depardon. Non, mais évidemment que c'est quelqu'un qui trace une vraie ligne à lui. Et ça m'intéresse vachement. Mais dans la fiction, il y a des mecs comme Ken Loach ou des gens comme ça aussi qui sont des gens dont je m'abreuve. Et ce que j'aime bien, moi, chez Depardon, c'est sa gestion du temps, notamment. Ces plans interminables sur des mecs qui hésitent sur ce qu'ils vont dire. Sur des gens qui disent rien et qui disent tout, du coup. Il y a des plans comme ça d'un gars sur son tracteur qui cherche ses mots, qui ne les trouve pas. Le plan dure, je ne sais plus, c'est dans ce film-là, il dure peut-être 45 secondes, ce qui est une éternité. Et puis on passe à autre chose. Et ça marche. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Évidemment, quand on montre ces films-là à des ados qui voient des films où le plan maximum du film fait 3 secondes 15, c'est interminable, ils ne supportent pas. Et c'est un langage qui se perd. Enfin, c'est un langage qui... il faudrait obliger à tous les collégiens et à tous les lycéens de voir les films de Depardon, les obliger avec une chaîne au pied pour pas qu'ils sortent, et leur dire, regardez, prenez votre temps, oubliez les films que Hollywood vous balance à la tronche, et regardez la personne qui parle pas devant vous, et comprenez pourquoi il parle pas. Et c'est fondamental. Depardon devrait être obligatoire à l'école. Ça... Donc les scolaires qu'on a reçus tout à l'heure n'étaient pas entravés. C'est vrai. Tu l'as demandé, on a un peu discuté, mais on a laissé... Et la Tanor a été photographiée par Depardon, dans le livre dont tu parles, ainsi que le Neptune sur le port du Rosemeur. Donc, voilà. Il est passé par... On n'a pas vu Depardon, je ne sais pas qui a vu Depardon prendre des photos ici, mais Depardon était à devoir mener aussi. Oh, un homme est mort. Chris n'est pas parmi nous, il est en retard, il n'est pas arrivé. Ouais. Incroyable. Oh putain, pile au moment où il en parle, mesdames et messieurs, Chris. Oh, tu sais soigner tes entrées, dis donc, mon salaud. Pas mal, hein. On aurait voulu faire exprès, Chris, donc à l'instant, voilà. Tu vas descendre en parler. Je ne voudrais pas... Bah si, écoute. Je vais pas prendre aucune chaise. Tu vas nous raconter l'histoire de... Installe-toi. Chez Aboudou. Salut camarade. Bonjour. Chris, scénariste brestois. Et donc en retard. Et en retard. On venait de faire un petit tour d'horizon de la bibliographie de notre hôte. Et à l'instant, je me saisissais de Un homme est mort. Alors peut-être que tu peux nous raconter la genèse de ce... L'histoire d'un homme est mort. Parce que c'est lui qui a initié tout ça. Moi, je l'ai dessiné, mais c'est Chris qui a porté ça pendant des années avant que ça se concrétise. J'ai l'impression de l'avoir raconté 150 fois déjà. Bon, tu peux remonter, s'il te plaît. Ça t'emmerde, tu t'en vas. Non, l'histoire d'un homme est mort, oui, elle me doit pas grand-chose non plus au départ. Elle vient avant tout de Gilbert Le Traon, qui est le directeur de la Cinémathèque, qui est toujours d'ailleurs le directeur de la Cinémathèque de Bretagne, et qui en tant que tel était chargé de la sauvegarde de l'œuvre de René Vauthier, qui était un cinéaste que moi je connaissais juste vaguement de nom, ma grande honte à ce moment-là, mais bon, ça faisait pas partie de la mythologie familiale. J'avais juste entendu parler d'avoir 20 ans dans les Aurès, etc. Et donc Gilbert Le Traon travaillait à l'époque sur les œuvres ou détériorées ou perdues de René Vauthier, et il y en a un certain nombre. Et parmi ces œuvres, il y avait donc Un homme est mort, et qui était l'histoire d'un film tourné pendant les grandes grèves ouvrières à Brest en 1950, et qui avait disparu après plusieurs dizaines, voire 150 projections à peu près, et dont il ne restait rien, et donc Gilbert a eu l'idée de le recréer en bande dessinée, ce qui était à mon avis une mauvaise idée, parce que dès lors qu'il ne restait aucune image, croyait-on en tout cas à ce moment-là, je ne voyais pas trop comment on aurait pu le refaire en bande dessinée, puis surtout c'était vraiment pas notre tasse de thé à pas mal d'auteurs de bande dessinée, voilà, on passe déjà souvent pour le parent pauvre du cinéma, c'est pas en plus pour être un pis-aller d'un film qui avait disparu. Bon, maintenant, pour me convaincre, il avait envoyé une photocopie des mémoires de René Vauthier, qui évoquait donc en 2-3 pages le tournage d'Un homme est mort. Et c'est en lisant l'histoire du tournage que je me suis dit que oui, là, à ce moment-là,
ça valait le coup de faire un livre là-dessus, mais non pas refaire le film, mais par contre raconter l'histoire du tournage, raconter l'histoire de ces grèves, et pour lesquelles en plus, là pour le coup, j'avais une entrée vraiment personnelle et familiale, puisque mon grand-père y avait participé, pas du tout en tant que leader, en tant que simple ouvrier, mais ça avait été très important pour lui, ça faisait la partie de ma mythologie familiale par contre, c'était quelque chose qu'on racontait beaucoup chez moi, ces événements d'avril 50 à Brest. Et en plus, j'avais vu une pièce de théâtre là-dessus quand j'étais gamin. Enfin voilà, donc c'était une histoire qui m'avait marqué. Et le fait qu'il y ait eu le tournage d'un film pendant ces grandes grèves, que je ne connaissais pas, un film qui avait eu en plus une influence sur ces grèves, ça correspondait à plein de choses que j'avais envie de faire aussi artistiquement. Et donc j'ai commencé à travailler sur le sujet. Mais c'était en juin 2001. En fait, j'ai retrouvé les premiers mails et des choses comme ça. Donc c'était en juin 2001. Et voilà, à ce moment-là, j'aurais pas pensé que j'allais mettre au final 5 ans, parce qu'au final, il est sorti en octobre 2006. Voilà, 5 ans à travailler sur ce livre-là, et 50 plus à l'accompagner, parce qu'on fête les 5 ans, là, maintenant, et que, voilà, on en parle. En réalité, c'est pas hasard, on en parle toujours beaucoup. Enfin, je sais pas si toi, en rencontre, t'en parles toujours autant, ouais. Mais ça nous arrive encore d'être invités uniquement pour ce livre-là. Et l'exposition qui en a été tirée continue de tourner toujours. Alors notre volonté a été dernièrement d'y donner non pas une suite, parce que quand un homme est mort en général, et quand un film a disparu, surtout également, voilà. Mais par contre, on avait eu le sentiment déjà à l'époque de ne pas pouvoir aller quand même tout à fait au bout du travail, puisque les archives, pour ceux qui ont lu le livre le savent, toutes les archives concernant cette affaire, les grandes grèves d'avril 50 à Brest ont été frappées du sceau de non-communicabilité de 60 ans, et donc étaient interdites jusqu'en 2010. Et depuis le mois de mai 2010, on a pu commencer à les fouiller, et on y a découvert quand même pas mal de choses intéressantes. Mais bon, voilà, après, il y a la difficulté à trouver du temps, notamment de mon côté. Et puis, dernièrement, on a malheureusement perdu Pierre Le Goïc, qui était l'historien qui nous a accompagnés pendant toute la réalisation du livre, et qui, justement, fouillait ses archives depuis 1 an et demi. Donc, pour l'instant, on en est là. On sait ce qu'il y a dans ces archives. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? C'est l'inconnu, le total. Il y a une question qui t'a été pas mal posée, Étienne, aujourd'hui, justement, concernant un homme est mort. Est-ce que Désiré et Petit Zef ont réapparu? Ouais, c'est vrai que Désiré et Petit Zef, ce sont les deux militants CGT à qui on a confié René Vauthier pour arpenter les rues de Brest pendant qu'il tournait son film, puisque René Vauthier était recherché par la police à l'époque. Il venait de tourner Afrique 50. Et donc il était dans une ville où il y avait beaucoup de forces de l'ordre, parce qu'il y avait une grève. Et puis donc voilà, ces deux mecs-là l'ont escorté, l'ont aidé pendant les quelques jours du tournage et des projections du film. Et c'est les deux mecs qu'on n'a pas retrouvés. On a juste leur prénom, Désiré Petit Zef. Et donc on a fait pas mal de recherches pendant qu'on faisait le livre. Chris a quelques réseaux sur Brest qu'on a tous activés en vain. On n'a pas eu de nouvelles. On a espéré qu'à la sortie du livre, ils se manifestent ou pas. Enfin, eux-mêmes, s'ils sont encore en vie, doivent être très âgés, mais ou des gens qui l'ont connu ou qui les ont connus, etc. Et c'est le regret du livre, c'est que Désiré et Petit Zef, à ce jour, ne se sont pas manifestés. Alors, si jamais l'un d'entre vous a eu vent de cette histoire de deux jeunes militants CGT dans les années 50 qui auraient accompagné un cinéaste pour tourner un film, par pitié, levez la main. Non, encore raté. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup espéré au moment de la publication du livre, et puis après, et puis bon, maintenant voilà, le temps passe. Mais c'est ce que je disais au môme cet après-midi, on ne sait jamais. Un livre, ça circule, ça se promène, ça passe d'une bibliothèque à une main, etc. Peut-être qu'un jour, on nous dira, je crois que c'est... Mais on ne les a pas trouvés. La CGT n'a pas d'archives. On a évidemment consulté tous ces gens-là, mais il se trouve que c'était probablement sinon des militants occasionnels, en tout cas 2 gars qui étaient là, dont on ne savait pas trop quoi faire, qu'on ne connaissait pas plus que ça, et puis à qui on a dit, tiens, vous deux là, qui êtes en train de... Voilà, occupez-vous de ce gars, surveillez-le, et faites en sorte qu'il ne lui arrive rien de mal. Et, enfin voilà, on en est à des suppositions maintenant. Et juste après, voilà, disparu. Ces 2 mecs ont disparu. En tout cas de notre champ radar, quoi. Et c'est vrai qu'on aimerait vachement les retrouver. Alors, je pense que les syndicalistes ont beaucoup de talent, mais certainement pas celui d'être archiviste, c'est clair. Même si maintenant, je pense qu'eux-mêmes, il y a une prise de conscience sur la nécessité de sauvegarder certaines mémoires de leurs actions.
Et ils ont monté une expo d'ailleurs sur les grandes grèves d'avril 50 en 2010, qui était plutôt chouette, où ils ont retrouvé pas mal de photos que moi-même je n'avais pas du tout retrouvées en travaillant sur Un homme est mort. Donc j'étais assez content de cette exposition-là. Mais ceux qui avaient les meilleures archives sur l'activité de la CGT, par exemple, à l'époque, c'est la Marine nationale, hein, qui saisissait systématiquement tous les tracts, notamment à l'Arsenal, etc. Mais eux-mêmes, non. Alors on a eu quelques pistes à la sortie du livre, mais c'était toujours... il y avait Désiré Lapartien qui était à la CGT cheminot, parce que Désiré c'est une bonne porte d'entrée quand même, c'est assez rare comme prénom. Petit Zef. Bon, Petit Zef, là c'est un peu plus compliqué, là on aurait pu en avoir 50 qui nous disaient c'était moi. Et Désiré Lapartien, voilà, il y avait ça, et c'était une femme qui m'avait appelé, et donc c'était son mari, dont le meilleur ami s'appelait Désiré Lapartien, et donc avait participé à ces grèves-là. Mais son mari et le Désiré en question avaient disparu, donc je n'ai pas pu pousser plus loin. Et au final, même René n'est pas certain, René Vauthier n'est pas certain qu'il s'appelait Désiré. Désiré affirmait que c'était un surnom donné par son grand-père qui avait toujours rêvé d'avoir enfin un garçon avec des filles, et donc il avait surnommé Désiré. Mais Vauthier n'a jamais su si c'était vrai ou si c'était parce que Désiré n'était pas super fiero d'avoir un prénom un peu efféminé comme ça pour un grand costaud, voilà, la CGT, bon bref. Donc on ne sait même pas s'il s'appelle vraiment Désiré en fait. Donc bon, écoute, après tout, au final, ça a été notre porte d'entrée dans le bouquin, d'avoir ces deux bonhommes-là qu'on pouvait quand même fictionnaliser un minimum, hein, quelque part, puisque ceux-là, on ne les avait pas retrouvés. Le personnage de René, on était un petit peu prisonnier, le fait qu'il est encore en vie, tu vas pas raconter n'importe quoi. Alors là, on a pu s'investir pas mal là-dedans. C'est vrai qu'on a transformé ça en avantage. Du coup, de ces deux mecs dont on ne savait rien, on pouvait user comme des personnages presque fictionnels. On savait qu'ils étaient là, on savait quel rôle ils avaient tenu. Mais on ne savait pas quelle tête ils avaient, on savait juste qu'il y avait un grand costaud, un petit malin. Bon, ça c'était les mots de René, donc je les ai dessinés comme ça, mais voilà, on y a gagné une liberté d'écriture. Ça nous permet de rester dans le champ de ce qui s'est passé réellement, puisqu'on a suffisamment recoupé les différentes pistes pour être certain de ne pas avoir raconté de conneries majeures dans notre livre, mais voilà, on a pu, grâce à ces deux personnages, animer les choses de façon plus libre, et c'est pas mal. Alors, si on les retrouvait un jour, peut-être qu'on aurait l'occasion de vérifier les écarts avec la vérité. Mais j'aimerais bien avoir l'occasion de la vérifier. Des questions sur Un homme est mort. Alors oui, simplement, vous avez dit que c'était tellement difficile de travailler avec un scénariste. Or, avec un scénario comme celui-là, si laborieux, si intense à tous les niveaux, comment vous avez réussi à travailler ensemble je me le demande encore. Pour obtenir ce résultat-là, surtout parce que c'est majeur. C'est la seule fois de ma vie où j'ai travaillé avec un scénariste, et avant de croiser ce garçon, je proclamais partout que jamais je travaillerai avec un scénariste. Parce que je ne me sens pas capable d'écrire, enfin de dessiner les mots de quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a quelque chose qui relevait de l'impossibilité personnelle. Et j'ai reçu ce scénario de Chris alors que j'étais pas du tout censé le dessiner. J'ai été directeur de collection, éditeur, en gros, pendant quelques mois dans ma vie, suite à la publication de Rural dont on parlait tout à l'heure, chez Delcourt. J'ai eu envie d'essayer ça. Voilà, je me suis dit, tiens, j'essaierais bien d'être éditeur. Et donc Delcourt, les éditions Delcourt m'avaient proposé d'inciter d'autres auteurs à franchir le cap du documentaire et du reportage en bande dessinée. Comme ça m'intéressait, voilà, j'ai dit ok. Donc j'ai contacté des auteurs, voilà. Dans le petit monde de la bande dessinée, il s'est su qu'une collection se créait chez Delcourt, dirigée par moi, où on pouvait proposer des récits qui ne soient pas des fictions. C'était très large. Donc j'ai reçu des dossiers que voilà, j'étais éditeur, donc je recevais des dossiers pas bien, je discutais avec des auteurs qui m'en envoyaient, je faisais des propositions d'amélioration, enfin j'essayais de faire l'éditeur débutant. Hein. Et je reçois un projet d'un gars nommé Chris, ça s'appelle Un homme est mort, il y a un autre dessinateur prévu, et je lis le scénario, et la chose que je me dis, c'est putain, le gars qui va dessiner ça a de la chance. Et donc j'appelle Chris et je lui dis, enfin je résume, hein, à faire court, je lui dis, écoute, vous avez là une histoire en or massif, allez-y, envoyez des planches, je me fais fort de vous obtenir un contrat mirifique chez Delcourt. J'ai peut-être pas dit mirifique. Non, mais un contrat. C'est déjà bien. Et donc, voilà, alléluia, c'est parti. Et donc Chris contacte son dessinateur, il dit, on y va, c'est parti, envoie des planches, et puis un mois passe, 2 mois passent, pas de planches, 6 mois passent, pas de planches. Et puis moi, au bout de presque un an, je me rends compte que je ne peux pas être éditeur et auteur, que je ne peux pas faire les deux correctement, et qu'il faut que je choisisse, et que renoncer à mes propres livres est inenvisageable. Donc j'arrête mon travail d'éditeur, j'en informe les auteurs avec lesquels je suis en contact. J'en informe Chris, qui me dit, bah, pas de dessinateur, plus d'éditeur, ce livre n'existera pas. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, non, c'est pas possible, ce livre doit exister. Donc si le dessinateur avec lequel tu as commencé ne démarre pas, moi je le dessine.
Donc je me suis retrouvé ex-éditeur, futur dessinateur de ce livre, qu'on a redécoupé ensemble, on a re-scénarisé ensemble, puisque moi j'ai besoin de retrouver un peu mes marques en tant que dessinateur du coup. Et c'est comme ça que je suis arrivé par le côté en quelque sorte à dessiner ce scénario. Et voilà. Et là, justement, ça devait être difficile, cette partie-là, non? Même pour vous, enfin pour Chris, c'est... Ben, alors, il est là. Oui, non, en fait, la seule difficulté c'était avant qu'on commence à travailler ensemble, c'était de savoir si... parce qu'une fois de plus, on n'était pas du tout au même niveau, ni d'expérience, ni de reconnaissance, ni de notoriété, machin, etc. Et encore pire, c'est que j'étais presque venu, non pas à la bande dessinée, mais en tout cas à la façon dont j'écrivais, et notamment Un homme est mort, après par le fait d'avoir lu les bouquins d'Étienne. Donc en l'occurrence, c'était Quelques jours avec un menteur, puis Rural notamment. Donc tout d'un coup, vous allez être amené à travailler avec quelqu'un, alors non pas que vous admirez, parce que j'ai pas d'admiration pour personne ou quoi que ce soit, mais qui est une référence dans ce que vous avez envie de faire. Or, pour moi, un scénariste, c'est pas qu'il dirige, c'est pas, mais c'est lui qui a l'histoire. Il l'a quand même dit, hein, il a dit dirige. Non mais je voudrais qu'on le comprenne bien, parce que l'idée du scénariste, c'est pas de devenir dictateur, évidemment, c'est que c'est l'histoire qui commande, contrairement à ce qu'on croit. On dit toujours bande dessinée, dessin, non, que ce soit auteur complet ou autre, peu importe, mais l'histoire commande toujours. Étienne, le premier, quand il écrit pour lui-même, enfin voilà, l'histoire est le plus important, donc à un moment donné, quand même, c'est vous qui êtes à la source, encore plus sur un projet comme ça, sur ce projet-là que je menais déjà depuis 2-3 ans. Donc voilà, comment ça allait pouvoir fonctionner, c'était pas... Si par exemple, à un moment donné, j'étais pas d'accord avec Étienne, ou sur une page, où j'étais pas content, même à la limite de son boulot, comment j'allais pouvoir lui dire ? C'est vachement compliqué ça quand même. Et puis au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, évidemment. Il y avait toujours beaucoup de discussions, beaucoup d'écoutes mutuelles, et ça s'est passé vraiment bien. Et de toute façon, un scénariste, au final, dans son travail, scénariste de bande dessinée, je parle, devra systématiquement être beaucoup plus malléable que le dessinateur. Ça, c'est un grand enseignement que j'ai pu tirer depuis 10 ans que je fais de la bande dessinée, c'est que si le dessinateur, au final, ne croit pas à ce que vous êtes en train d'écrire, ou à la mise en scène que vous imaginez, etc., de toute façon, ça ne sortira pas. C'est lui qui est au bout du bout, dans son crayon et tout ça. Je me souviens de plein de discussions avec Vincent Bailly, par exemple, sur Coupures irlandaises. Quand il ne sentait pas vraiment une scène, ça tombait à plat. Même si il me dit ouais, ok, je vais le faire, selon ton idée, je vais le faire. Donc en réalité, je me suis toujours dit qu'il y a 10 chemins pour raconter une histoire. Il faut trouver par contre celui vraiment adapté au dessinateur avec qui vous travaillez. Et puis il faut arriver tout le temps à l'inclure le plus possible dans l'histoire, parce que de toute façon, un bon dessinateur de bande dessinée est un bon raconteur d'histoire. Donc on sait en tant que scénariste, et c'est bien pour ça qu'il fait la bande dessinée, sinon il ferait l'illustration, à la limite il ferait autre chose. Donc un scénariste sait que de toute façon en permanence, s'il travaille avec des bons dessinateurs, à un moment ou à un autre, ces dessinateurs-là vont travailler seuls. Peut-être qu'ils reviendront faire un album comme ça avec lui ou autre, mais Maël par exemple, avec qui je fais Notre mère la guerre aujourd'hui, son prochain projet il le fera tout seul. Et en attendant, j'ai eu la chance de l'avoir avec moi pendant 4 albums, où il magnifie ce que je peux écrire moi. Et donc avec Étienne, c'était pareil. Donc plutôt que de se dire, est-ce que je vais pouvoir mener tout ça à bien, c'est plutôt le plaisir, ça va être très sexuel, le plaisir de l'abandon, de dire voilà, j'ai un super auteur pour prendre en main mon matériau scénaristique, et puis voilà, et je le vois se développer graphiquement. Donc en réalité, c'est un cadeau, surtout que Étienne fonctionnait encore à l'ancienne à l'époque, c'est qu'il m'envoyait les pages par la poste, photocopié, donc par 5. Donc je recevais ça par courrier, 5 pages par 5 pages, et c'était un plaisir récurrent d'avoir tous les mois 5-6 pages d'Un homme est mort qui débarquait, et tout ça. Donc c'est un rapport, beaucoup de plaisir entre auteurs, et puis après, il n'y a pas de question d'ego en réalité, il y a la question comment on arrive à raconter l'histoire, et j'ai pas de souvenir de difficulté. Et on le sent, là, j'ai eu un souci avec un dessinateur, on le sent quand le type est là pour se mettre en avant, et il oublie l'histoire. Et ça, ces types-là, je les fuis comme la peste, quoi. Et ça, il y en a un certain nombre des dessinateurs comme ça, oui, qui font les beaux, ça c'est sûr. C'est pas, ça m'intéresse pas de travailler avec eux. Et or, en réalité, on le sent très vite dès les discussions d'avant si on va être en phase là-dessus, quoi. Maintenant, au bout de quelques années. Donc en réalité, il n'y a pas eu de... Non, c'est pas vraiment tapé dessus. Non, et même les fois, il y a une fois vraiment où j'ai été timide, où il y avait la page de la fusillade qu'on a dû refaire, et notamment ce qu'on avait découvert des nouveaux documents, je la fais courte, mais il y a 3 versions de cette page, qui est la page 14 dans le livre, je crois, ou la page 16 et la planche 14 chez nous, où on a dû refaire la fusillade, et
Étienne, la deuxième fois où on a dû le refaire, m'a dit « Ah ouais, mais moi, refaire une page, j'ai toujours du mal. Alors refais-moi un découpage précis, parce que là, je vois vraiment pas comment la refaire. » Et donc, je lui ai refait un découpage précis, complètement différent de ce qu'on avait fait. Et quand j'ai reçu la page, je me suis rendu compte que mon découpage ne marchait pas du tout. Et là, c'est compliqué d'avoir fait refaire une page à un dessinateur, lui avoir tout indiqué, et de recevoir la page et lui dire « Bah finalement, non, c'est pas que c'est nul, mais ça marche pas. » Et quand je l'ai rappelé le lendemain matin pour lui dire « Bon, écoute, je crois que ça ne marche pas. » Alors, en marchant un peu sur des œufs, il va falloir la refaire une troisième fois. Et lui, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Ah bah je suis content que tu me le dises, parce qu'au moment où j'ai fini la page, je me suis rendu compte que ça marchait pas. » Sauf que j'osais pas trop te dire, parce que c'est toi qui l'avais réécrit. Voilà. Donc en réalité, là, ça permet des fois de se dire « Ok, donc on est vraiment bien sur la même longueur d'onde. » Voilà. Merci Chris. Grafou, tu ne voulais pas parler. Bah, Tu nous donneras le nom tout à l'heure du dessinateur qui est... tu mets... Dans les films d'un homme est mort, comment vous avez vécu l'un et l'autre la réinterprétation de votre boulot du ciné-concert qui a repris en main un homme est mort? Est-ce que vous l'avez vu? Enfin, je pense que Ah oui, bien sûr, oui, on l'a vu souvent, je l'ai revu récemment. Cette histoire justement d'être le maître de son projet et de voir son projet qui vit sa vie par d'autres gens, notamment sur toute la question du rythme, où un film, ça impose son rythme, alors qu'une lecture de BD, on peut s'attarder sur la case comme on a envie. Comment vous avez vécu ça? Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le concert BD, c'est un concert. Enfin, le BD concert ou concert BD Ouais, BD concert, pardon. Et donc c'est un spectacle musical qui est fait, donc des gens qui jouent de la musique en direct sur une scène derrière laquelle sont projetées en très grand des images d'un homme est mort, quasiment l'intégralité du livre, avec un énorme travail de bantitrage, c'est-à-dire que les images ont été... Il y a des zooms, des travelling, il y a les bulles qui sont enlevées, qui sont réapparues. Enfin, c'est un très gros et très beau travail technique qui permet au livre de devenir un spectacle musical, quoi. Et donc, effectivement, un jour, on a vu débarquer un gars qui nous a dit « Bonjour, je suis clarinettiste et j'aurais faire ça avec votre livre, un BD concert. » Je ne savais pas ce que c'était qu'un BD concert, moi, j'en avais pas encore vu. Et on n'a pas hésité très longtemps, parce qu'en fait, nous, on s'est rappelé que quelques années avant, René Vauthier a vu débarquer deux gars qui lui ont dit « Bonjour, on va faire une BD avec votre histoire de film. » Il a disparu. Et René, la bande dessinée, il n'en lisait pas, il s'en foutait complètement, et il nous a fait confiance. Donc cette histoire de film qui a disparu, qui est devenu un livre, après quelqu'un vient faire un spectacle, on passe le relais. Je veux dire, on nous a fait confiance, on fait confiance, et on n'a pas eu évidemment une seconde à le regretter, parce que le spectacle, en plus, marche très bien, il tourne beaucoup. Et donc c'est juste ça, c'est l'histoire de ce petit film qui ne veut pas mourir, et qui subit des métamorphoses. Ce petit film est devenu des copeaux, puis une bande dessinée, puis un spectacle, et puis il y a un film qui a été fait sur notre livre, qui s'appelle, que tu as diffusé ici, qui s'appelle Avril 50. C'est l'histoire d'une histoire qui ne meurt pas. Et ces formes successives sont la preuve de sa vitalité. Et pour nous, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, comme moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à Poitiers, il y avait 400 personnes dans une salle, pardon, et puis il y avait ce concert, et puis ces images-là, et dans la salle, il y avait peut-être la moitié des gens qui, en sortant, parce qu'après, je suis monté sur scène discuter avec les gens, et m'ont dit « Ah bon, vous avez fait une bande dessinée d'après ce spectacle, c'est formidable !» C'est-à-dire que, voilà, c'est pas grave, l'histoire continue, quoi, l'histoire continue, et ben, moi, je pense toujours à Édouard Mazet, quoi, ce gars qui a pris une balle dans la tête il y a maintenant 60 ans, et puis voilà, qui est là toujours, et qui apparaît, et qui continue sa vie. Je ne sais pas ce que ça va devenir, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais voilà, c'est une histoire qui ne meurt pas, et le principe d'une histoire qui ne meurt pas me plaît beaucoup. Mais si vous avez l'occasion, ça tourne pas mal en Bretagne, je crois, si vous avez l'occasion de le voir. Il est passé ici. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vu, c'est ici d'ailleurs. Soudain. À Douarnenez. C'est pour ça que tu es venu à Douarnenez. C'était ça. Enfin bref. Mais ouais, donc il passe régulièrement, notamment en Bretagne. Donc moi, quand il passe pas très loin de chez moi, je vais le voir avec plaisir. Pas mieux. Le nom du dessinateur imbuvable. J'ai oublié mon manteau. Une autre remarque par rapport au BD concert, c'est que le BD concert est fait à partir des planches originales. Ouais. Ah, il est fait à partir des fichiers originaux. Ouais. Et du coup, moi j'ai jamais remarqué, quand j'ai apprécié la qualité de votre dessin, on se rend compte et on le voit dans l'expo aussi, c'est que malgré tout le soin que vous mettez au passage à la technique, à l'impression dont vous parlez dans Les Ignorants, il y a quand même une déperdition de subtilité dans les nuances entre les originaux et les planches imprimées. Oui,
inévitablement. Tout simplement parce qu'on passe, d'un matériau physique concret, qui est de l'encre, du papier, voilà, c'est quelque chose de matériellement très, très palpable, on passe par un fichier déjà, donc un fichier ça calme un peu déjà les choses, c'est juste des petits 1 et des petits 0 en très grand nombre. Et puis ensuite il y a toute l'étape de l'imprimerie qui éloigne de la page originale. Mais c'est pas un problème pour moi du tout ça. Je m'intéresse pas beaucoup à la fidélité de la page finale à la page originale. Ce qui m'intéresse c'est le résultat final. Et quand je fais Un homme est mort par exemple, ou Lulu femme nue, un livre que j'ai fait ensuite, sur un papier dont je sais que par exemple il fausse les couleurs, je fais les couleurs en fonction de cette petite transformation un peu fine qui va arriver. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que le résultat final me plaise, pas que le résultat final soit conforme à ma page. Et donc j'interviens sur les fichiers numériques quand on m'envoie les épreuves pour que je les valide. Donc là, je fais des petits réglages, alors qui sont des réglages un peu microscopiques, et je vais même, pour mes livres en couleur, toujours à l'imprimerie, et c'est moi qui signe les bons à tirer. Et avant de signer les bons à tirer, je refais des petits réglages au cul de la machine, comme on dit, où du coup je peux encore m'éloigner plus moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat final, vraiment en fonction du papier, en fonction de l'aspect que ça va donner, quoi. Ceci dit, moi ça fait 20 ans que je fais que je publie de la bande dessinée. En 20 ans, il y a eu un progrès gigantesque en termes de précision d'imprimerie. Et maintenant, on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment s'approcher de choses très très précises. Les ignorants? Le cul de la machine, une des premières scènes des oui, ignorants. Oui, voilà. Ouais. Quel sens de la propos, dis donc. C'est un métier professionnel. Nous y voilà. Fort de tes très nombreux succès, tu peux aller voir ton éditeur en disant j'ai rien à te donner, je vais improviser un livre. Et il te dit tu tiens la boîte en fait, tu tiens Futuropolis. Il peut rien te dire, il te dit bah vas-y. C'est pas moi qui tiens la boîte, j'aimerais bien. Tu le tiens. Non mais c'est pas entièrement faux, j'ai proposé à mon éditeur un livre sans rien, sans filet. Voilà, je lui ai dit, voilà, je connais un vigneron intéressant, qui connaît rien à la bande dessinée, je vais aller bosser chez lui, je connais rien au monde du vin, il va m'apprendre son métier, puis en contrepartie, je vais le forcer à lire de la bande dessinée. Et puis quand on boira des vins intéressants, ou qu'on lira des livres intéressants, on ira voir les mecs qui les ont faits. On leur demandera pourquoi ils les ont faits, comment ils les ont faits, voilà. Voilà mon prochain livre, prends-tu ou pas? Il m'a dit oui. Merde, il faut que je le fasse. Donc je l'ai fait. Donc c'est un livre absolument improvisé, effectivement. J'ai pas écrit le moindre synopsis, le moindre découpage, rien. Qui est normalement l'étape par laquelle on commence. C'est-à-dire qu'au moins on couche sur le papier un minimum d'éléments, ne serait-ce que pour le montrer à notre éditeur. Donc là, j'ai raconté en 5 minutes autour d'une bière aux gens de chez Futuropolis l'idée de ce livre. Et puis voilà, quoi, je me suis lancé. Donc en janvier 2010, j'ai commencé à travailler dans les vignes, telles que les premières images le racontent. Après avoir proposé ça aux vignerons, dont la réaction est très fidèlement celle que j'ai racontée dans les 2 premières pages. Et puis voilà, j'ai passé 1 an et demi à être ouvrier viticole à mi-temps, enfin à plein temps l'été, à mi-temps l'hiver, enfin c'était assez variable, quoi. Et j'ai raconté tout ça, et j'ai fait lire des tonnes de livres à mon camarade Leroy. J'ai bu des tonnes de vin. Et puis on s'est bien marré, on s'est baladé, et je me suis contenté de me mettre à notre remorque et de raconter ce qui nous arrivait, quoi. Ça s'appelle Les Ignorants. Dans toutes les bonnes librairies. Alors c'est une expérience un peu étrange, parce qu'on découvre le livre en le faisant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on découvre le livre en étant avec les gens qu'on rencontre. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup, voilà, l'improvisation, le fait de ne pas préparer, le fait de se lancer comme ça à l'aveuglette. C'est assez grisant. Alors des fois c'est un peu emmerdant, parce qu'on se retrouve dans des impasses, il faut revenir en arrière, mais c'est une écriture qui se fait à l'instinct, comme ça. Et le dessin aussi, du coup, et voilà. Et d'ailleurs, c'est un livre, on avait papoté un petit peu à Saint-Malo, et donc tu me disais que c'était un livre, quand tu parlais de pas savoir où tu partais, que tu as d'abord loupé. Enfin, sur le démarrage, tu n'étais pas satisfait, et puis... Oui, j'ai mis un certain temps à me mettre dans le bain, et donc j'ai douté pas mal de la chose, ouais. En fait, j'ai longtemps redouté que ce soit juste un bon pitch. Tu vois, un auteur va chez un vigneron qui décolle la bande dessinée, ils boivent des coups, ils lisent des livres, ils se promènent, quoi. Et quand je racontais ça aux gens, ils me disaient ouais, c'est super. Sauf que moi, j'étais derrière, il fallait que je fasse le livre et je trouvais pas la porte d'entrée. Et donc je me suis dit ouais, c'est ça, c'est juste une bonne idée
2 résumés. Et donc le premier chapitre à l'imprimerie n'était pas le plus simple à faire, parce que moi j'étais, comme je vous le disais, très concentré sur ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait un vigneron qui se promenait partout, qui posait des questions, mais je ne pouvais pas le suivre parce que j'étais occupé. Et donc j'ai pas ramené de ce voyage de quoi faire un chapitre très, très satisfaisant. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation où je me disais, bon, c'est pas gagné cette histoire. C'est jamais gagné en même temps. Je devrais le savoir depuis le temps. Et donc c'est le premier chapitre, oui, j'ai eu pas mal d'occasions de revenir dessus, de le retravailler, en espérant voilà, qu'il s'oublie assez vite. Donc, il y avait un travail mi-temps, au plein temps à la vigne. Donc c'est pareil, sur la discussion, on n'a pas du tout le sentiment, ou du moins l'aspect improvisation ne se ressent absolument pas pour le lecteur, parce que après 20 ans d'une longue carrière, il y a une science de la narration. Toi, en tant qu'auteur, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à tes livres précédents? Parce qu'on a une structure, on a une avancée dans l'histoire, on a vraiment une narration qui est très 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 maîtrisée, pardon. Pour toi, la différence, elle se situe où au final dans le livre? Parce que l'improvisation, à la limite, il n'y a que toi qui le sais, on pourrait dire. Oui, mais croyez-moi, c'est vrai. La grosse différence, elle tient justement dans ce domaine-là. C'est-à-dire que moi, quand je fais un livre de bande dessinée, quand j'écris et que je mets en place la structure du livre, j'ai un souci assez maniaque du rythme du livre. J'ai besoin de ça, au sens presque musical. J'ai besoin d'un tempo, j'ai besoin de basse, j'ai besoin d'une mélodie, j'ai besoin de tout ça. Et quand tu improvises un livre, tu sais pas du tout, il a le rythme, il n'y en a pas. Enfin, s'il y en a un, il vient après. Enfin, toi, j'avais cette crainte-là, que ce soit un livre avec un rythme un peu bancal. Donc le fait de le découper en chapitres assez nets comme ça, le fait de pouvoir jouer là-dessus sur les entrées et les sorties de chapitres m'a permis de limiter les dégâts, mais c'était mon inquiétude principale. C'était un des sujets sur lesquels je n'étais pas sûr de moi, puisque le rythme de ce livre-là m'échappait complètement. Surtout que c'est un travail assez long, enfin, c'est un livre assez long, donc je ne savais pas trop ce que ça allait pouvoir donner, quoi. Tu dépendais aussi de la réaction sur la durée de ton ami vigneron. Oui. Donc ça s'est toujours bien passé. Oui, parce que quand je lui ai proposé ce projet, je l'ai mis en garde, je lui ai dit que ça pouvait être long, que ça pouvait être pénible, que ça allait lui prendre du temps, et qu'il n'était pas question qu'il me plante au bout de 6 mois, parce que là j'étais vraiment dans la merde. Et donc il a accepté tout de suite, et il y a eu un petit moment de doute la première fois que j'ai saisi un sécateur dans ses vignes, parce qu'il est un peu jaloux de tout ça, c'est un peu son territoire sacré, quoi. Et c'était la première fois que quelqu'un d'autre touchait à ses vignes, en gros. Donc il a fait la gueule 2 jours quand même. Surtout que j'apprenais, donc j'ai fait des erreurs. J'ai massacré quelques pieds de vigne. Mais passé ce petit moment de froid, je dois avouer qu'il a été d'une disponibilité rare. Et le livre doit beaucoup à ça. Au fait qu'il a non seulement été disponible, mais qu'il s'est pris au jeu. Et qu'il a été... Alors bon, c'est un type assez entier, assez carré. Et il ne fait pas les choses à moitié. Et il a vraiment joué le jeu à 200%. Et donc le livre s'est fait assez naturellement parce qu'il n'a jamais renaclé, malgré que ça lui ait pris beaucoup de temps, effectivement. Ouais. Tu connaissais avant de... Alors j'imagine pas tant dans la complexité, parce que tu as découvert, tu as parlé beaucoup plus, j'imagine, qu'auparavant avec lui. Tu connaissais son engagement dans les domaines de la biodynamie, dans son rapport au vin, c'est quelque chose dont vous aviez déjà parlé, ou il aurait pu être un vigneron un peu plus banal, parce qu'il est quand même sur un sujet très particulier, sur un traitement de son vin assez rare. Ouais, ça se développe, ça vient. Mais oui, je le connaissais bien avant. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs années que je le faisais parler de son vin. Et ça faisait plusieurs années que quand il me parlait du monde du vin en général, hein, dans la façon de faire des différentes personnes, je me disais que je pouvais mettre à la place du mot vin le mot bande dessinée, puis qu'on pouvait comparer nos 2 univers comme ça. Et donc rapidement l'idée, parce que c'est une sorte de maladie que j'ai maintenant, l'idée de faire un livre sur ce mec-là est venue. Mais je me heurtais au fait qu'un livre sur un gars qui travaille dans le monde agricole, qui fait du bio, tout ça, j'ai déjà fait ça il y a 10 ans. Et ça m'emmerdait de refaire un peu la même chose. Et le jour où il s'est pointé dans mon atelier et qu'il m'a posé des questions franchement débiles sur mon travail, je me suis dit, ah, ce garçon n'y connaît rien. Et là, l'idée de l'initiation croisée est venue, et du coup, ça m'a permis d'enclencher cette idée de livre. Donc c'est parce que c'était ce mec-là, je crois. Et puis parce que c'est aussi un type qui a une vraie curiosité des choses qu'il ne connaît pas, tu vois. Et ça aide beaucoup, évidemment. Et puis il a un parcours particulier qu'on ne va pas raconter si les gens n'ont pas lu le livre, mais c'est un vigneron un peu atypique malgré tout. Donc j'avais en quelque sorte un bon client, si j'ose dire, sous la main. Et ça s'est vérifié. Ouais. Est-ce
qu'il y a des questions sur les ignorants, peut-être? Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu, monsieur. On a peur de poser les questions, de peur de dévoiler des choses pour ceux qui n'ont pas lu. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, mettez-les dans la C'est pas un obémor non plus. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a un travail sur le croisement entre le vigneron et puis l'auteur de bande dessinée. Et ça reste toujours très professionnel, c'est passionnant, on apprend plein de choses. Et en même temps, il y a des petits détails sur, par exemple, la vie de Michel Leroy. On découvre qu'il a une fille, qu'il a été marié, enfin des choses comme ça. Mais finalement, c'est pas. Il y a très peu de choses sur la vie personnelle, enfin, soit du vigneron, soit de l'auteur, parce qu'il est présent, l'auteur, dans la BD, mais on n'apprend rien sur leur vie, enfin tous les problèmes que ça a pu provoquer, ce genre d'échange sur le plan personnel. Est-ce que c'est volontaire Ah oui, c'est absolument volontaire, mais le fait que j'aborde pas sa vie familiale et tout ça, c'est marrant parce que c'est une question récurrente qu'on me pose. Pourquoi je parle pas de sa femme? Pourquoi? Ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde pas, c'est sa vie privée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est sa pratique de vigneron. Alors, j'ai effectivement mis 2-3 petites accroches. On sait qu'il a un fils, on sait qu'il est marié. Là, c'est tout, ça suffit, mais j'allais pas raconter sa vie privée ou la mienne. Enfin, c'est pas du tout le sujet du livre. Mais c'est curieux parce que c'est une question récurrente. Beaucoup de gens me demandent, vous passez encore sous silence le rôle des femmes des vignerons. Oui. Cette question-là m'est arrivée plusieurs fois, du genre, je sais pas, est-ce qu'il vit grâce au travail de sa femme? Non, évidemment, et on le dit en toutes lettres. Enfin, mais c'est marrant parce que c'est une question qui m'a déjà été posée quand je faisais rural. Parce qu'il y a toujours cette espèce de persistant dans la société française. Les fermes, les agriculteurs bossent à la ferme et ne sont pas payés. Alors que dans le rural, c'est le cas aussi. Leurs femmes ont des travaux à l'extérieur. Il y en a une qui est graphiste, il y en a une qui est... Voilà. Et donc j'en parle pas parce que c'est pas mon sujet, tout simplement. Pourquoi un homme est mort et pas une femme est morte? Voilà. Et donc j'ai fait en sorte qu'on comprenne qu'il est père de famille, que son changement de vie, par exemple, a été une vraie aventure, mais je ne me permettrai pas de déborder au-delà de ça. Alors donc, je vous confirme que Richard a une famille, a une femme, tout va très bien, et qu'il a fait un autre métier. Je pense que c'était aussi sur la difficulté d'écrire quelque chose sur des gens qu'on connaît et de ne pas d'une certaine pudeur. Ouais. Oui, alors, voilà, il y a ça. Par exemple, j'ai dessiné plusieurs fois Richard en train de lire dans son plumard. Alors, je ne suis pas allé voir Richard lire dans son plumard. Mais quand il m'a dit j'ai lu ça au pieu, ça va, je peux dessiner. Et évidemment, je ne dessine pas sa femme qui dort à côté. Parce que, alors, je cadre. Ou alors, il est célibataire. Vous voulez voir quoi, sa femme en nuisette? Non, mais pareil, on se pose des questions. Oui, non, mais c'est naturel. C'est-à-dire que dans la mesure où je mets en scène quelqu'un qui existe vraiment, tout ce qui compose sa vie personnelle et qui est hors champ pose question au lecteur. Donc ça, je rigole avec ça, mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'on a envie de connaître l'oiseau et puis on a envie de voir comment il vit, etc. Mais en même temps, encore une fois, moi je me donne un champ dans lequel je travaille et j'essaie de ne pas le déborder. C'est une question aussi de discrétion, en quelque sorte. Oui. On parlait du processus d'écriture, enfin, le fait d'improviser et de vouloir un rythme et des chapitres, etc. Est-ce que pour des romanciers qui, pour s'amuser ou pour se sécuriser, donnent des contraintes? Est-ce que vous en donnez? Est-ce que je me donne des contraintes? Oui. Pour s'amuser ou pour se rassurer? Il existe en bande dessinée une sorte d'école, une sorte de courant qui s'appelle l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, comme il existe l'Oulipo, initié par Raymond Queneau et tous ces gens-là, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est ce jeu de faire de la bande dessinée sous contrainte. Et je suis très client de ça, en tant que lecteur. Je suis incapable de le faire moi-même. Je suis d'autant plus client que je suis incapable de ça, mais c'est l'association dont on parlait au tout début d'ailleurs qui a initié ça. Et donc ce sont des jeux comme ça sous contrainte, faire de la bande dessinée qui soit par exemple... comment on appelle ça, palindromique, c'est-à-dire qu'on puisse le lire comme une phrase de droite à gauche et de gauche à droite. Enfin bon, on peut se donner plein de contraintes comme ça. La bande dessinée, pour ce qui me concerne, de reportage, est de la bande dessinée sous contrainte. Il y en a déjà pas mal. Je ne m'en rajoute pas nécessairement. Mais ceci dit, voilà, c'est des trucs, c'est des expériences intéressantes. Je me suis amusé un jour à faire un petit livre, je ne sais pas s'il est là, qui s'appelle L'Atelier, qui est un livre où je me suis dit, voilà, je vais faire
comme certaines personnes pensent qu'on fait de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on prend un crayon, puis on attaque la case 1, la case 2, la case 3 directement, comme ça. Donc j'ai fait un livre sans scénario, sans crayonné, sans retouche, directement à l'encre, en commençant en haut à gauche d'une page, en finissant en bas à droite, et faisant un récit de 30 pages comme ça. C'est à peine de la bande dessinée sous contrainte, mais d'une certaine façon, c'en est un petit peu. Et donc j'ai publié ce petit bouquin qui était rigolo à faire, à lire, je sais pas, mais bon, à faire, c'était rigolo. Et donc voilà, mais ça fait partie de ce qui peut aussi emmener la bande dessinée sur des territoires où elle va pas, donc c'est vachement intéressant. Mais je suis pas trop formaté pour ça, intellectuellement. Je sais pas si je réponds à votre question. Par contre, on remarquera que tu as un dispositif qui est à peu près toujours le même, celui du gaufrier, que tu Oui. as repris, ou soit 2 cases, je crois que tu étais à 3 cases par sur Un homme est mort, si je ne me trompe pas. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu reprends à peu près systématiquement sur tes différentes bandes dessinées. Donc, Ouais. c'est pas une contrainte, mais du moins c'est un cadre que tu En vas fait, utiliser, c'est une sorte d'architecture de page qui me convient bien et qui me semble la plus efficace. À l'époque où j'ai commencé, où on découvrait la bande dessinée américaine, je me suis amusé aussi, moi, à faire des pages complètement, puisqu'on a nos premiers bouquins, voilà, là-dedans, faire des pages complètement éclatées dans tous les sens. Et je me suis aperçu qu'après, c'était une sorte de surenchère, c'est-à-dire qu'on peut toujours rajouter, on peut toujours rajouter des cases qui chevauchent d'autres, enfin bon, voilà, ce genre de truc. Et donc c'est vachement gratifiant à faire ces choses-là. On part dans tous les sens, on s'amuse bien. Vous voyez, ce genre de truc. Et puis je me suis aperçu au bout d'un moment que quand on veut faire un effet, eh ben, on est obligé de donner encore plus dans la surenchère, etc. Et donc c'est une espèce de fuite en avant. Et donc après avoir fait quelques livres avec ce genre d'expérience un petit peu esthétisante comme ça, je suis revenu à ce gaufrier, effectivement, qui est vraiment le gaufrier de base que maintenant j'utilise depuis des années, sans m'en lasser d'ailleurs, qui est un gaufrier voilà, pour mes livres en grand format, qui est vraiment un 4x3, ce sont des cases carrées unitaires, que je peux décliner après à l'infini comme ça, mais du coup, quand j'ai besoin d'un effet, d'une amplitude, en ayant un truc très rigide comme ça, en bougeant une partie, j'ai tout de suite l'effet que je veux. C'est-à-dire que la sobriété narrative me permet, dès que j'en sors, d'avoir un effet plus appuyé qu'en faisant ces acrobaties dans tous les sens qui sont un peu fatigantes à la longue. Donc j'utilise ça maintenant sans aucune... Enfin, c'est mon langage naturel. sans lassitude. Sans lassitude du tout, au contraire, non, plus je l'utilise, plus je me dis que c'est la bonne solution. Et donc, Visiblement. et puis un jour, peut-être que j'en aurai marre et je changerai, mais bon, voilà, j'utilise ça aussi sur les ignorants. Donc j'ai un format de case de base, voilà. C'est un peu, ça c'est de la technique, on s'en fout, mais bon, je pose la question, je réponds. Vous allez poser une question intéressante. Monsieur. Ça a intérêt à être bon. Hein. Est-ce que la question d'apparaître dans le bouquin s'est posée ou pas? Dans... Le fait que vous soyez dedans. Ah oui, dans les ignorants. Ou dans... Ouais, c'est... c'est quelque... Je sais pas faire autrement ces livres-là. Et si je savais les faire autrement, je les ferais autrement. Parce que j'aime pas beaucoup me dessiner. Voilà, quand j'ai commencé Rural, je l'ai fait comme ça parce que j'avais besoin de dire aux gens sur un sujet un peu polémique comme ça, l'agriculture, l'aménagement du territoire, le bio, enfin c'était il y a 10 ans, hein, c'était moins évident que maintenant, de dire aux gens, ça n'est pas la vérité. Enfin moi je suis auteur de bande dessinée, je raconte ce que je vois. Je raconte ce que je vois, sur ce que je vois je suis assez sûr de moi évidemment, mais je prétends pas que ce soit la vérité en général. Je vous raconte ce que je vois d'une situation, donc je me mets en scène en permanence pour le rappeler. Et les questions que je les pose en direct, et je joue le rôle du Candide, qui rentre dans le champ du livre, en quelque sorte. Et donc c'était pour ça que je le faisais, et puis aussi pour unifier les différentes scènes. Voilà, mon personnage passe d'une scène à l'autre, va rencontrer les gens, pose des questions, ça permettait de donner un fil rouge au livre. Et alors, voilà, j'ai pris cette technique pour Rural, elle est revenue pour Les Mauvaises gens, évidemment, parce qu'il y a un côté plus autobiographique. Et sur les ignorants, c'est encore pire, si j'ose dire, puisqu'il y a 2 personnages principaux, et un des 2 porte mon nom, et c'est moi, quoi. Donc je suis obligé de le faire, à cause de la structure de ces livres-là. C'est pas une part aussi du succès du bouquin? J'en sais rien. Non, enfin je pense pas, mais je remarque qu'il faudra en parler avec eux, mais un mec comme Joe Sacco fait ça aussi. Un mec comme Guy Delisle le fait aussi. Un gars comme Emmanuel Guibert fait l'inverse. Il dit je,
mais il dit je à la place de quelqu'un d'autre. Et ça marche de façon admirable. C'est-à-dire qu'on a, pour avec le même projet, deux façons de faire totalement opposées. Quand il dessine le photographe, il dit moi je, Didier Lefebvre. Et ça pose aucun problème. On lit l'histoire de Didier Lefebvre, on sait que c'est Emmanuel Guibert qui raconte, qui dessine, mais on est dans la peau de Didier Lefebvre. Ça, pour moi, c'est assez étonnant. Et dans la guerre d'Alan, pour ceux qui ont lu la guerre d'Alan, il se met dans la peau de ce type, de cet ancien combattant américain, avec une facilité déconcertante. Et du coup, sa position à lui, elle est très différente. C'est-à-dire qu'il est l'auteur du livre, évidemment, il est partout, mais il n'est pas là. Et ça marche bien. On a chacun notre façon de faire, quoi. Et bon, on invente chacun notre petite cuisine. Et pour de la bande dessinée autobiographique où il y a un scénariste et un dessinateur, je sais que Chris en fait, j'imagine que c'est aussi compliqué ça, parce qu'on est le scénariste, on dit je, et c'est quelqu'un d'autre qui dessine le je, parce qu'il y a un dessinateur. Et donc j'imagine que c'est aussi un équilibre à trouver. C'était pas mal comme question. Est-ce qu'il y a mieux? À propos des contraintes, est-ce que Rupestre, justement, était une contrainte pour chacun des auteurs ou une grande liberté? Ah non, Rupestre, c'est quasiment l'inverse d'une contrainte, parce qu'au départ, c'était même pas un livre. Rupestre, c'est juste un auteur de bande dessinée qui dit à ses copains « Hé les gars, si on allait voir nos collègues d'il y a 15 000 ans qui ont dessiné dans les grottes, si on allait dessiner leurs dessins, voir ce qu'ils ont à nous dire, tout ça, et donc on y va. » Et donc on dessine et on passe des plombes dans les grottes. En plus, les gens qui gèrent ces grottes, les conservateurs, ça, sont ravis de voir arriver des dessinateurs contemporains, si j'ose dire. Et donc ils nous laissent, on a eu la grotte de Nio pour nous pendant toute une journée, fermée au public, enfin on a eu des conditions intéressantes. Et donc on a passé des jours et des jours à dessiner à Nio, à Pêche-Merle, dans les grottes, avec nos petites lampes, le cul dans la glaise. Au début on était là juste pour le plaisir de dessiner entre copains, et puis de dessiner avec ces gens qui sont des sapiens, hein, qui sont des gens comme nous. Hein. Ils dessinaient des aurochs parce que c'était ce qu'ils avaient autour d'eux, moi je dessine des bagnoles. Bah, voilà. Et donc, c'est en dessinant ça qu'on se dit, il y a peut-être un livre. Voilà. À force d'amasser des croquis, et puis on en a parlé chez Futuropolis, et puis on a dit, ah oui, pourquoi pas. Et puis du coup, le livre s'est mis en place comme ça, dans une vraie liberté. C'est vraiment du livre ouvert, quoi, comme ça. Vous aviez déjà toute la matière? Pas toutes, non, pas toutes, mais on avait déjà pas mal, et puis on sentait qu'il y en avait d'autres à venir. Et puis on a continué à dessiner, et puis c'est un truc un peu foutraque, il y a du texte, il y a de l'image, il y a de la bande dessinée, il y a quelques photos. Et on ne les a pas signés du tout. On a tout mis en vrac, on est 6, mais il y a certains dessins dont moi-même je ne me souviens plus de qui est l'auteur. C'était compliqué de se redistribuer les originaux. Et donc c'est un livre comme ça, c'est un vrai livre collectif, au sens où il est collectif dès le départ. Et c'est une expérience fascinante à faire, quoi. Se retrouver assis dans une grotte à dessiner pendant des heures, à redessiner le mammouth de Pêche-Merle par exemple, qui est un mammouth magnifique, très très stylisé, qu'on trouverait sans doute. Et on s'approche des gens qui les ont faits. C'est ça qui est fascinant, c'est que quand on dessine derrière eux, on se rend compte que c'est des gens comme nous, que c'est pas des grosses brutes et qu'un gourdin, quoi. C'est des mecs qui avaient les mêmes interrogations que nous. Pourquoi ces types-là est au fond d'une grotte Nio, il faut marcher pendant 2 heures pour aller au fond, 2 ou 3 heures. Et nous encore, on avait des lampes. Eux, ils avaient une espèce de graisse qui s'éteignait vaguement, puis il y avait des ours qui dormaient dans ce qui est moyen, comme rencontre dans la nuit, il y a un ours. Et donc ces types-là risquaient leur peau, ils avaient autre chose à faire dans la vie, je pense, mais ils risquaient leur peau pour aller au fond, pour dessiner des trucs que plus personne ne verrait pendant des milliers d'années. Pourquoi? Comment ils dessinaient ça? D'un point de vue morphologique, d'un point de vue... alors, il y a un vague aperçu du mammouth de Pêche-Merle ici, puisqu'on l'a redessiné de nombreuses fois. Il est là aussi, un peu, avec les lunettes de David Prudhomme. Mais voilà, ça c'était fascinant. Il y a une vraie proximité qui s'est faite entre ces mecs-là et nous. Et donc c'est des collègues dessinateurs. Et voilà, c'était ça Rupestre. Et au final, c'est devenu un livre, un vrai livre collectif, qui n'est pas vraiment de la bande dessinée, qu'en est un peu. Donc c'est un livre qui désoriente un peu les amateurs de bande dessinée. Mais moi, c'est un de mes livres préférés dans ce que j'ai fait, quoi. Parce qu'il y a aussi une histoire de bande. Enfin, voilà, on a aussi pas mal rigolé, on s'est bien amusé. Donc c'est un livre qui est cher à mon cœur, qui est compliqué à... Je sais bien que les libraires font un peu la gueule devant un truc comme ça, ils ne savent pas quoi en faire. Il y a des noms d'auteurs de bande dessinée dessus, mais ça n'en est pas vraiment, donc c'est compliqué à expliquer aux lecteurs. Donc c'est pas un livre qui va faire un carton, on s'en fout, c'est pas le problème.
Je cherche le fameux mammouth que quelqu'un l'aurait dessiné à peu près potablement. C'est un mammouth qui est dans la grotte de Pechmerle et que André Breton a vu un jour et qu'il a voulu retoucher. Ça s'est fini au tribunal parce qu'il a vraiment retouché, il a vraiment abîmé. C'était dans les années, je sais plus, 50. Je ne le retrouve pas. Il y en a un peu partout, un peu nulle part. Enfin bref, voilà, vous voyez, c'est un livre qui est très très ouvert. Il y a des croquis faits sur place, il y a des croquis refaits ensemble. Et on a même bénéficié d'une semaine coupée du monde à 6, comme ça on était 5. Il manquait Rabaté qui était parti faire du cinéma, le traître. Mais voilà, on a pu bénéficier d'une semaine pour remettre tout ça en forme. Parce qu'à la fin, on avait des monceaux de dessins qu'on n'a pas tous utilisés, évidemment. Retour aux ignorants, peut-être? Pardon, ouais. Pardon. Vous parliez de Rabaté, justement, qui s'était mis au cinéma avec Thierry Soufre. Oui, il a commencé par ça. Il y a Johan Sfar aussi qui s'est arrêté à Gainsbourg. Ouais. Vous êtes tenté vous-même de franchir le Rubicon? Non. Non. Il y a actuellement 2 projets de films sur mes livres. Je laisse les gens faire. Moi, j'ai regardé d'assez près Les Aventures de Pascal Rabaté, que je connais bien. J'avais déjà pas très envie avant. J'ai pas beaucoup plus envie maintenant. Ce que je sais, moi, c'est que pour raconter des histoires en images, personne n'a la liberté des auteurs de bande dessinée. J'ai découvert sur les tournages de Pascal l'existence d'un producteur exécutif. C'est le type qui a une calculette et qui dit « Ah non, cette scène-là, on ne la fait pas ». Inenvisageable. Inenvisageable pour moi, c'est pas possible. J'aimerais bien faire un film, je dis pas ça, mais voilà. Il faudrait qu'on me donne 5 millions d'euros et qu'on me dise on te fout la paix. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et donc non, c'est pas du tout mon domaine. Mais ceci dit, si un jour un film existe sur un de mes livres, quand quelqu'un s'approche d'un de mes livres avec l'intention d'en faire un film, je suis toujours intéressé, curieux, flatté. Donc il m'arrive de dire oui. Après, dire oui ne suffit pas, parce que c'est que le début d'une longue série d'obstacles. Finalement, on a assez parlé de fiction, justement. Aussi bien la série sur un monde qui est tranquille que Lulu Famille. Et comment vous articulez, vous en êtes aujourd'hui dans cette articulation dans vos projets entre fiction et le reportage qui effectivement est à la fois les ignorants, puis comme disait Jacques Sacco, qui est en train d'être un peu dans l'air du temps, mais comment vous gardez-vous la dimension fiction là-dedans et quel regard vous jetez sur vos fictions? Le reportage dans l'air du temps, je ne sais pas. Si on regarde sur l'ensemble de la production de cette année, combien il y a de livres de reportage en bande dessinée, je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 2%. Donc ça reste encore un mouvement très minoritaire. Donc, enfin, c'est pas aussi présent que ça, quoi. C'est des livres qui ont une certaine visibilité, parfois, mais c'est encore un courant ultra minoritaire de la bande dessinée et qui va le rester, c'est pas grave. Ceci dit, voilà, moi, je prépare rien en fait. Je sais pas. Il y a un livre arrive, c'est une fiction, c'est un documentaire. J'aimerais bien, dans l'idéal, alterner. J'aime bien les deux. Quand je sors d'un livre de reportage, j'en ai un peu ras-le-bol que les personnages viennent me dire quoi changer et tout ça, donc j'ai envie de fiction. Et puis quand je sors d'une fiction, j'ai envie de sortir de mon atelier et d'aller faire de la bande dessinée de contact, en quelque sorte. Donc voilà, dans l'idéal, ça serait d'alterner les deux. Mais bon, je suis pas... je planifie pas à ce point-là. Quand je finis un livre, je ne sais pas ce que sera le suivant. On verra bien. Le prochain sera a priori une fiction. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur Lulu Famille, vous blaguez sur les femmes de viticulteurs absentes des ignorants, mais il y a assez peu de femmes héroïnes en fait dans vos bouquins. Même si elles jouent parfois un rôle très crucial à un moment donné. Et même Lulu Famille, c'est une femme héroïne, mais c'est jamais elle qui cause en fait. Dans Lulu Famille, tous les personnages principaux sont des femmes, à différents âges. Il y a la fille de Lulu, il y a Lulu, il y a la Marthe, la vieille dame. Donc c'est vraiment un livre sur des femmes, presque. Mais c'est pas une femme qui parle, effectivement. Parce que j'ai un peu de mal à... C'est l'histoire d'une femme vue à travers le regard d'un mec. Donc le personnage de Xavier qui suit Lulu, qui l'observe, qui voit ce qui se passe, c'est mon envoyé spécial auprès de Lulu, en quelque sorte. C'est-à-dire que je me sentais plus apte à raconter ce que pensait un homme d'une femme qui fait quelque chose, plutôt que de me mettre dans la tête de Lulu elle-même. Et en plus, j'avais pas du tout envie de faire un récit psychologisant, donc l'avantage là, c'est que je reste en retrait des états d'esprit de Lulu, différents et successifs, et ça permet au lecteur et à la lectrice
de s'installer dans la tête de l'élu que j'ai pas du tout, où j'ai pas empiété, quoi. Donc c'est un dispositif comme ça qui me permet à moi d'être très proche de ce que vit l'élu, mais en même temps de rester absolument hors du récit psychologisant qui dirait ce que l'élu pense, dans quel état d'esprit elle est, si elle est triste ou pas, enfin toutes ces choses qui sont que je voulais pas faire. Mais effectivement... C'est pour ça que ça marche bien, justement. C'est parce qu'on a l'impression que c'est nous, avec nos bandes de copains, en train de parler d'une copine. Peut-être. On n'est pas dans la tête de la copine, je trouve que ça marche super. Mais si ça marche, c'est parce que vous y mettez effectivement sans doute des choses qui vous correspondent. Mais parce qu'il y a la place pour... Voilà, c'est parce qu'il y a la place, peut-être. Peut-être ça. Mais vous savez, un livre est fait à 50% par la personne qui le lit, hein, je suis sûr de ça. Donc il faut laisser de la place. Moi, je suis là avant, donc c'est moi qui installe la table en quelque sorte. Mais on a vraiment l'impression d'être autour de la table, effectivement. En l'occurrence, là où il y a une table, c'est vrai. Je n'ai pas fait exprès. Mais oui, les gens qui sont autour de la table, c'est des lecteurs. C'est des lecteurs qui sont dans le livre. Oui, à mon avis, il faut que le lecteur ait la place de s'installer dans un bouquin, que ce soit une bande dessinée ou un roman, par exemple. Et c'est important, ça. Le livre n'existe que quand il est lu. Évidemment, c'est la palissade de dire ça, mais il existe d'autant plus que le lecteur y joue un rôle actif. Et en bande dessinée, notamment, il y a une place énorme pour le lecteur, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites, qu'on ne dit pas, qu'on ne dessine pas, mais qui sont créées dans la tête du lecteur par le fait de passer d'une scène à l'autre, d'une case à l'autre. Le principe de l'ellipse est fondamental pour nous. Alors, entre chaque case, entre chaque scène, entre chaque personnage, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de dire. Et si ces choses-là s'installent dans la tête de la personne qui lit, on a gagné. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça l'idée, ouais. Merci. Excusez-moi, je vais faire le rabat-joie. L'heure tourne un petit peu. Si Étienne va être sollicité beaucoup pour quelques petits mots sur les ignorants, on fait peut-être 2 questions encore. Je suis navré. Monsieur Chris a beaucoup parlé. Notamment sur les ignorants. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Comment se fait le choix de dessiner en noir et blanc, aux couleurs, notamment sur les ignorants, d'avoir choisi le noir et blanc? C'est pas quelque chose de rationnel quand un livre me vient en tête. Il vient aussi par les images. On en parlait tout à l'heure. Quand on écrit en images déjà. Enfin moi en tout cas. Tout ce que je vous dis là, de toute façon, ça concerne que ma façon de travailler. Si un autre auteur vient et vous dira l'inverse, il aura raison aussi. Mais voilà, quand j'écris, les choses arrivent, et elles arrivent en noir et blanc ou en couleur. Dans Les Ignorants, j'ai pas besoin de la couleur. J'ai besoin plutôt de pages qui vont vite. J'ai besoin d'un vrai rythme de travail assez fluide. Et donc le lavis, parce que c'est pas tout à fait du noir et blanc, il y a ces nuances de gris qui me permettent quand même de poser des lumières, parce que ça m'intéresse la lumière un peu quand même. Donc voilà, il y a des livres où j'ai pas besoin de la couleur, j'ai des livres où même elle sera emmerdante. Les Ignorants en couleur, c'était 1 an de boulot en plus, quoi, en gros. Donc, et puis il y a des livres où la couleur elle me sert beaucoup. Dans Lulu Femme Nue, dans Chute de vélo, la couleur elle a un rôle dans le récit, c'est-à-dire que les soirs d'été, les lumières, les ombres et la fraîcheur, la lumière et la chaleur, toutes ces choses-là, c'est des choses que je veux dessiner. Et pour les dessiner, j'ai besoin de la couleur. Donc, je sais pas, Chute de vélo qui se passe l'été, dans une maison qu'on est en train de vider, il y a un rôle, l'extérieur, l'intérieur, tout ça, c'est des éléments du récit, c'est narratif, c'est des couleurs narratives. C'est pas des couleurs décoratives. Mais la bande dessinée peut très bien se passer de couleurs. Il est même probable que je fasse de plus en plus de bandes dessinées en noir et blanc. Historiquement, la bande dessinée en couleur, elle était faite pour les petits. Donc le pull de Tintin, il est bleu tout le temps. Il est dehors, il est dedans, il est la nuit, il est dans l'eau, il est sous la neige, il a le même pull bleu impeccable. Les couleurs varient sans arrêt. Mon jean, il n'a pas la même couleur là que dehors. Il a pas... Voilà, c'est des choses qui sont très fluctuantes. Donc dans Tintin, c'est des couleurs informatives. Le type bleu, c'est Tintin. Voilà. Bon, ça, c'est pas compliqué, on le repère bien. Et ça marche, hein, c'est pas une critique. Si on utilise la couleur comme quelque chose de narratif, on l'utilise avec toutes ses variations. Et puis c'est vachement plus amusant à faire. Donc moi, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est une espèce de dessert à la fin, quand voilà, les choses viennent, paf, il y a une lumière qui se pose sur un visage. Ça peut être même un piège, parce qu'on peut y passer beaucoup de temps. C'est très amusant. Et du coup, il faut faire gaffe, parce que voilà, il faut que la chose reste dans notre optique, qui est de raconter une histoire. Donc voilà, parfois j'en ai besoin, parfois j'en ai pas besoin.
d'habitude, il y a énormément d'émotions. Enfin, ça suscite beaucoup d'émotions dans vos livres. Dans vos bandes dessinées, j'ai pas tout lu, mais dans ce que j'ai lu, j'ai eu vraiment une émotion forte. Et je me demandais comment vous travaillez ça. Est-ce que vous disiez qu'il faut de la place pour le lecteur? Vous disiez aussi, bon, mais des fois, il faut que ça fonctionne en faisant la planche, vous voyez si ça fonctionne ou pas. Et est-ce que vous pensez, comme je sais pas, dans certains films, avec peut-être telle musique, vous appuyez ou quelque chose, vous travaillez ça, cette question-là? C'est la dernière question. Moi, je vais aller fumer une clope. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Lulu, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où je ne veux pas aller parce que je suppose que le lecteur va y aller à ma place et qu'il va y faire ce qu'il veut, donc ça ne me regarde pas. L'émotion préparée, l'émotion avec la nappe de violon derrière au cinéma, c'est le pathos, quoi. C'est là où on va faire pleurer Margot, donc on y va franchement et on met tout ce qu'il faut. C'est un peu du sucre, c'est un peu écœurant et c'est un piège. Je ne dis pas d'ailleurs que j'y échappe systématiquement, je ne suis pas sûr de ça, mais les endroits où il peut y avoir une possible émotion pour le lecteur, j'espère qu'il y en a évidemment, tant qu'à faire, parce que j'espère que dans mes livres il y en a, c'est des choses que je ne gère pas moi. Enfin, d'abord, on ne gère pas une émotion, c'est stupide comme expression, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses où je me mets en retrait. Je laisse des endroits, c'est un peu fumeux comme façon de vous expliquer ça, mais je ne suis pas très au clair là-dessus moi-même. Je laisse des endroits où le lecteur va faire ce qu'il veut, quoi. Alors évidemment, quand je dessine Lulu et que je lui fais rencontrer un mec, etc., sur la plage, je sais bien que des choses vont se générer, mais moi, je ne veux pas être trop près. Quand Lulu embrasse ce mec-là, moi, je recule, on les voit un tout petit dans le fond, quoi. Et puis les gens mettent ce qu'ils veulent là-dedans. Rien, hein. Il y en a qui peuvent ricaner. Il y en a qui peuvent trouver que c'est du pathos. Et ils ont absolument le droit. Mais c'est très compliqué, ça, c'est pas quelque chose qui se fait de façon rationnelle. On laisse des choses ouvertes où on espère, où on suppose que le lecteur va peut-être s'installer et que ce qu'on raconte va faire écho avec ce que lui a envie de ressentir. C'est très fugace, c'est très... Je ne saurais pas vous l'expliquer mieux que ça. Désolé de finir là-dessus. Hein, mais... Merci Étienne. Merci à vous.